Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 171. 171, Ben. Fait quand même un petit bout qu'on s'est pas parlé. J'avais Deux hâte. semaines. Oui. J'avais hâte parce que là, on a de très bons films. J'ai beaucoup de films à jaser. Deux, film, deux blocs quand même assez distincts. Oui. Hein? Cette semaine. Un film qui va faire le top 10, pas mal assuré, je pense. En tout cas, dans mon cas, ça va être sa fesse si ça va bien, mais toi, je pense qu'il va le faire assurer. J'ai l'impression. Ouais, moi, il fait assurer plusieurs nouveautés pour ma part, dont deux qui font partie de mon top 10 2024. Puis les deux, je pense qu'ils vont le faire jusqu'au bout, parce que le deuxième, c'est un film d'animation. Donc, vous comprendrez que j'ai un bloc animation cette semaine. Ça va être très bon, très le fun à jaser. Mais on commence ça avec un bloc plus horreur. Oui. Sinon, j'ai des grosses nouvelles de semaine. Puis surtout en octobre, parce qu'on est officiellement en octobre, Ben. C'est le Spooky Season. Hein? C'est ma fête. La fête aussi à Ben. Puis c'est le mois de l'horreur, le mois de la mort, comme on dit. On adore ça. C'est toujours le fun d'écouter les films d'horreur au mois d'octobre. Puis, ils ont sorti une grosse nouvelle cette semaine. Le 27 février 2026. Donc, c'est pas tout de suite quand même. Scream 7 sort. C'est Fait qui que le réalisateur? C'est-tu les deux encore? Non, C'est d'autres le noms? réalisateur, c'est Kevin Williamson. Qui est ok. le scénariste des trois originaux. Le quatrième aussi travaillé dessus. Puis, il était quand même là pour le 5 et 6, mais je sens qu'on va un peu plus se retrouver avec une vibe à la trilogie originale. J'ai l'impression, puis je l'espère aussi un peu, parce que le film, on n'aura pas suite non plus à l'histoire là, avec... Jenna revient pas, puis Melissa, elle revient pas non plus. Exact. Okay. Les deux sont partis. Mais moi, je suis à l'aise avec ça, dans le sens que j'aimais beaucoup leur arc qu'ils ont développé dans le 5 et 6, mais le 6 finit vraiment bien sur... Leur histoire est finie, puis regarde, ils ont survécu, puis sont... Bon, je veux pas spoiler rien. Ils ont-tu vraiment survécu? Fait, je sais pas. Mais, mais je trouve que le 6e film finit bien leur arc, leur histoire. Puis là, le 7, Neve Campbell, elle a signé, donc elle est de retour officiellement. Ça, moi, ça me fait plaisir. Parce que Neve Campbell, c'est Scream. C'est le cœur de Scream. Au-delà du Ghostface. Mais c'est ça. Fait que je suis très fébrile. C'est sûr que je m'attendais peut-être à une sortie en 2025, mais bon. 2026. On va l'attendre. En février aussi, c'est un peu risqué, ça. Mais l'autre, il était sorti en février aussi, me semble. Le 5 est sorti en janvier 2022, si je me trompe pas. Puis, ou 2021. Non, 2022, je crois. Ouais. Parce qu'il avait été retardé à cause du COVID. Puis le 6 était sorti en avril, je crois. En avril? Ok, ça se peut. Avril 2023. Mais je suis pas sûr de ça. Ça se peut. Une autre nouvelle aussi, dans le milieu de l'horreur, Ben, dans le milieu de l'horreur, Freddy, c'est officiel. Ok, c'est officiel. Freddie Prinze Jr. est de retour pour I Know What You Did Last Summer, le requel. Ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Parce que bon, I Know What You Did Last Summer, puis I Still Know What You Did Last Summer, c'est deux slashers que j'aime beaucoup. Puis, c'est le Pacte du silence, là, en français. Ou en France, c'est Souviens-toi l'été dernier. Je suis moins fan de ce titre-là en français. Ou c'est l'ouverture de Scary Movie 1, me semble, c'est ça? Oui, c'est ça. Scary Movie 1, c'est comme c'est un gros... Tu sais, il y a beaucoup de références de films là, dans ce film-là, mais les deux principales stories, c'est Scream puis I Know What You Did Last Summer. Fait que... Parce que dans Scary Movie, c'est un Ghostface qui traîne un crochet aussi. Là, fait que, non, c'est excellent. Moi, j'adore ces films-là. Puis Freddie Prinze Jr., c'est intéressant parce que ça fait vraiment longtemps qu'il n'a pas fait de film. Là. Il travaille un peu à la télé. Il fait des... Il a joué dans des shows télé. Là.
Je crois qu'il jouait dans... C'est-tu dans 24 heures chrono? Tu sais, une série avec Kiefer Sutherland. Ouais. Je n'ai pas écouté ça, je sais pas si c'est vraiment là-dedans qu'il jouait. Mais ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de film. T'sais. Lui puis sa femme aussi, là, Sarah Michelle Gellar, qui jouait Buffy. Ces deux-là, ils sont mariés, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, mais ça fait longtemps aussi qu'ils ont comme quitté Hollywood, on dirait, là, qu'ils ont quitté la surface. Bon, il y a des raisons à ça. Je pense qu'il a fait beaucoup de podcasts là, où est-ce qu'il parlait justement de son départ. Puis là, c'est un peu comme Josh Arnett. Tu sais, je te parlais de Josh Arnett avec Trap qui est sorti là, de M. Night Shyamalan. Tu sais, lui aussi, il avait quitté pendant plusieurs années la surface d'Hollywood. Puis il est revenu avec Daniel Robbie aussi. Hein. Pardon? Il est revenu avec Daniel Robbie, que je parlerai tantôt. Là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ennemi numéro 1. Suspect numéro 1. Suspect, oui, excuse. C'est vrai. Suspect numéro 1. En plus, il portait la moustache dans ce film-là. Mais, effectivement, tu sais, puis il parlait que lui, il a quitté à cause des paparazzis. Tu sais, les gens devenaient fous, puis... ben, pas juste à cause des paparazzis, mais... Tu sais, les gens devenaient fous, puis il y en a un, je pense, qui a voulu... il est rentré sur un tapis rouge avec un arbre, là. En tout cas, ça a été une grosse saga. Mais, tu sais, c'est ça, je trouve ça le fun, le retour de Freddie Prinze Jr. Puis bon, s'il est de retour, peut-être qu'on va avoir droit à un Scooby-Doo 3 avec le meilleur casting ever de Scooby-Doo en live action. Peut-être. Peut-être. Bon, ils sont rendus vieux, là. Mais, ce serait le fun. Bref. C'était mes nouvelles de la semaine, Ben. Okay. Écoute, commençons avec le film que plusieurs disent que c'est le film de l'année, que je suis pas nécessairement d'accord, mais c'était quand même un film très intéressant dans sa forme et tout ça. De Substance, Coralie Farrell, deuxième long-métrage. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu sais que tu l'as mis deuxième dans ta liste, fait que qu'est-ce que t'en as pensé? Oui. Moi, j'ai adoré, Ben. Moi, j'ai adoré. Peut-être pas autant que toi. Ben moi, j'ai aimé ça pareil, là, c'était bon. Hein. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, non, moi, je pense que je l'ai aimé plus que toi, mais... Tu sais, ça venait un peu plus me chercher, je pense, dans mon genre aussi. Puis, moi, j'ai vraiment trouvé ça bon. J'ai été surpris, même, parce que je m'attendais pas à aimer ça autant. Tu sais, je m'attendais à aimer ça quand même. Les critiques étaient quand même élogieuses, là, au sujet de ce film-là. Surtout qu'il a gagné le meilleur scénario à Cannes. Que je comprends pas pourquoi, parce que le scénario est très basique. Tu commences le film, tu sais qu'est-ce qui va se passer, tu sais. C'est vrai, puis aussi la morale de l'histoire est basique aussi. Ouais. C'est un film sur les images qu'on a de son propre corps, peut-être, les idées qu'on a de son propre corps. C'est un film sur les idées qu'on a par rapport aux pensées des autres gens sur notre corps. Puis sur le poids de la société. Le pouvoir de la société, puis le show business aussi. Tu sais, comment rentrer là-dedans. J'ai regardé plusieurs films qui sont comme en lien un peu dans cette même rivalité-là de jeunesse versus la vieillesse, puis dans le show business aussi. Puis, tu sais, c'est très intéressant comment ils ont été chercher justement l'idée du scénario. On rentre un peu plus dans le sci-fi, donc ça devient vraiment, tu sais, le substance, c'est carrément une substance qui vont s'injecter pour justement se cloner, si on veut. Puis avec le clone, ben c'est un plus jeune clone, plus sexy. Puis dans le fond, c'est ça. Je veux pas trop en dire, par exemple. Parce qu'il y a quand même le punch final. Pour moi, le troisième acte est bon, mais il est un peu de trop. Dans le sens que ça nous fait... ça dérape, là. T'sais. Quand ça dérape pour vrai, ok, ouais. Tu sais, ça dérape beaucoup, puis... Bon, le film dure quand même longtemps, là, 2h20, un bon 2h20. Là. Puis... c'est ça, le troisième acte, pour moi, ça dérape, puis ça va un peu... Puis tu sais, j'ai vu beaucoup de gens sortir de la salle aussi. Ouais, aussi. Ça me dérangeait un peu. Moi, j'aimais ça quand même, tu sais, je trouvais ça drôle, je trouvais ça hilarant, mais... Justement, tu sais, on dit que ça dérape, mais c'est ce que j'aime aussi de la fin, c'est qu'elle va assumer à fond ce qu'elle veut faire, puis j'aime ça, il n'y a pas de compromis, là. C'est n'importe quoi, puis let's go, on y va. Exact, puis la fin vient aussi un peu plus creuser la morale de l'histoire, tu sais. Ouais. Puis là, je sais pas si je peux dire la morale de l'histoire, vu que ça va en dire long, mais c'est... Tu sais, l'intérieur... Et souvent, tu sais, l'intérieur d'une belle personne peut être vraiment dégueulasse. Mais, tu sais, au-delà de justement l'image pas beau que t'as d'une personne,
son intérieur peut être beau, tu sais, dans le sens que c'est l'expression qu'on entend souvent, là, tu sais, t'es peut-être belle de l'extérieur, tu sais, c'est souvent les bitches qui se disent ça, là. T'es peut-être belle de l'extérieur, mais à l'intérieur, t'es vraiment une vache. C'est d'accepter son corps comme il est aussi, exact. Malgré la pression, malgré tout le poids qui te repose dessus, puis dire, regarde, je suis le même, puis tu sais, je vais être belle, pareil, je suis plus ce que j'étais avant, mais je suis encore belle, t'sais. Exact. Même pour les gars aussi, là. Puis, je trouve que c'est... Oui, puis ça revient un peu à Freddie Prinze Jr., un de ses meilleurs films, Ben, She's All That. She's All That, qui est, bon, la fille est pas belle, tu sais, elle peint, elle a des lunettes, elle a une queue de cheval, ouais. Les gars, il y a des tests, mais son intérieur est superbe, puis là, bon, il a date 2-3 fois, puis il trouve que, hey, Christy, finalement, t'es belle, tu sais, parce qu'il l'a connu de plus en plus. Mais, c'était une joke. Mais, ben non, c'est pas une joke, c'est vrai que le film, c'est ça, là, mais très bon film, j'adore. Mais, je trouvais que The Substance, ok, moi, pour vous donner une idée, là, c'est Nigo le professeur, le Naughty Professor, mais avec un scénario beaucoup plus ingénieux, puis beaucoup plus poussé, puis j'ai adoré. Parce que... mais c'est vrai que c'est ça. Tu sais, le Nigo le professeur, c'est Eddie Murphy en obèse, qui se fait un clone plus sexy, plus cool. Bon, c'est Eddie Murphy quand même, là. Mais qu'il est vraiment mauvais. Tu sais, il fait des choses mauvaises, puis that's it. Ben, tu sais, aussi, le film, moi j'ai une peur noire des aiguilles, puis le film a vraiment challengé parce que c'est du monde qui s'injecte des affaires constamment. Je suis oh my god, oui. Puis il y a beaucoup de close-up sur leurs yeux, sur leur. Tu sais, sur justement sur la les aiguilles peau qui rentrent. C'est dégueulasse, là. Moi pour le film. Oui, ben vas-y. Le film fonctionne à merveille de ce point de vue-là parce que c'est tellement inconfortable tout le temps. J'imagine que tu l'as vécu pareil, peu importe si t'as peur ou pas, c'est dégueulasse de voir ça. Puis moi je capotais aussi, tu sais, j'étais comme. Tu sais, je trouvais ça tough comment à regarder, mais c'est quelque chose que tu peux pas détourner le regard. Tu sais, je sais pas si tu as détourné le regard, mais c'est quelque chose que tu te fais appeler, on dirait, par justement l'image du film. Puis c'est ça aussi qui rend le film vraiment exceptionnel, je trouve. C'est l'inconfort qu'il procure, mais comme c'est intéressant en même temps. Tu sais, moi, j'étais dans mon siège, j'étais comme fuck, ok, j'aime ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est du. Ça vient rappeler du David Cronenberg aussi, avec les effets spéciaux qu'on a. C'est tout du vrai. C'est pas du CGI. C'est vraiment des effets pratiques. Puis moi, j'adore ça parce que ça rend beaucoup plus les choses réelles, on dirait. Là. Je sais pas. Ouais, absolument. Je sais pas si Hollywood en est conscience, mais tu sais, quand c'est vraiment des effets pratiques, ça a l'air vrai, selon moi. Puis tu sais, c'est comme l'inquiétante étrangeté aussi que t'es pas supposé regarder ça. Tu sais, quand tu vois qu'elle sort du dos, tu sais, quand il coule le dos, là, tu vois ça passer dans la peau, c'est dégueulasse, là. Ouais. C'est dégueulasse. C'est bon, hein. Je dois t'avouer, j'avais des frissons durant le film parce que je trouvais ça très bon. Très bon. Puis j'avais hâte de connaître la suite aussi. Puis Margaret Qualley est quelque chose dans ce film-là. Pour vrai, elle est quelque chose. Tu sais, on venait d'écouter Drive Away Doll, qui était correcte là, dans le film, était pas exceptionnelle, là, mais là, dans ce film-là, très exceptionnel. Ben, c'est une révélation, tu sais, elle a toujours été, ben, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle joue, elle avait tout le temps des petits rôles un peu, puis là, je trouve qu'elle commence à éclore pour vrai avec des grands rôles, puis c'est une bonne actrice. J'avais écouté The Nice Guy il y a pas si longtemps, puis je savais même pas qu'elle jouait dedans, mais elle joue un rôle un peu semblable à celui de Once Upon a Time in Hollywood. Puis tu sais, c'est comme ses premiers rôles qu'elle faisait, fait que... Non, c'était intéressant d'avoir dans un rôle comme ça, puis c'est le clone de Demi Moore. Demi Moore qui fait quand même un grand retour. Dennis Quaid aussi, qui joue un mania, justement, de la publicité, de la mode. Un genre de Weinstein aussi, Dennis Quaid, il est comme dégueulasse. Là. Ah oui, c'est ça. C'est de critiquer aussi le milieu du show business, je pense. Puis il le fait très bien. Puis, malheureusement, j'ai pas vu ses autres films. Ben, je pense qu'elle a juste 2 films. Elle a fait Revanche, je pense. Revanche, c'est le premier. Il est sur Movie, j'ai pas eu le temps de le regarder, mais Revanche, puis elle a fait celui-là, son deuxième. Mais Revanche, ça fait longtemps qu'il est dans ma watchlist. Ça a l'air que c'était bon. Mais avec The Substance, moi je l'ai mis 2 dans ma liste 2010, ma top 10 de 2024. J'allais dire 2010, on est loin de ça. Mais je t'avoue que j'ai quand même été embêté entre ça et Challenger. Je pense que Challenger, à une deuxième écoute, je pense que Challenger va quand même le surpasser. Moi je l'ai mis derrière Challenger justement. 4e. Bon, ok. Ben c'est ça. Je pense que
À une deuxième écoute, peut-être, je vais être moins sur le hype, là. Mais en salle, c'était vraiment quelque chose, puis j'ai adoré. The Substance, s'il joue par chez vous, allez-y, pas trop tard. Ça doit achever la run. Peut-être à Montréal, non, mais en région, ça doit achever. Mais une affaire que j'ai aimé puis qui m'a comme gossé en même temps, c'est que c'est un film qui fait beaucoup, beaucoup de références. Il y a plein d'affaires à Kubrick, comme Shining, t'as le corridor qui rappelle 2001 ou qui rappelle The Shining. T'as tout, la musique à la fin qui rappelle 2001 aussi, le Strauss. Puis c'est le fun, mais à un moment donné, je trouvais que c'était comme juste plein de références tout le temps. Puis c'est comme juste c'est comme un peu Tarantino, c'est juste un ramassis de références pour faire quelque chose. T'sais. Puis ça gosse un peu, mais ça rend la force du film aussi. T'sais. Ouais. Puis tu sais, Tarantino, lui, il a tellement le talent justement pour utiliser ces références-là, parce qu'on s'en rend pas toujours compte le premier visionnement, mais après tu vas toutes les déceler. Puis des fois, c'est vrai que quand il y en a trop, tu te dis, bon, on dirait que c'est comme c'est un appât au marketing, au public, cible, qui vont dire « Ah oui, j'adore ce film-là, fait que c'est bon. » Un peu comme, mettons, Ben, je veux pas dénigrer le film. Barbie, ça a été un gros film de 2023, mais ça reste qu'ils ont vendu l'idée comme 2001, l'espèce de le monolithe qui était Barbie, qui est comme dans les Ben, je pense que c'est un coup de marketing intéressant aussi parce que en faisant ça, ça ramène les plus cinéphiles. Puis c'est pas juste un film commercial Barbie. Ça dit, ok, Greta Gerwig est capable de faire de quoi mais tu sais, c'est une autrice quand même, c'est une cinéaste intéressante. Puis c'est comme ça dit, ok, en 2001, ça m'appelle, mais ok, il y a quelque chose d'intéressant à voir là-dedans. C'est pas juste des poupées. Là, tu sais. Je pense que c'est un coup intéressant. Mais aussi dans Substance, il y avait beaucoup de références à David Lynch que j'ai aimé. Tu sais, toute la critique hollywoodienne, ça me rappelle Mulholland Drive. T'as des plans au téléphone à un moment donné que c'est juste comme le bas de la bouche, c'est un peu comme Lost Highway quand il passe des appels et tout ça. Fait que c'est quand même sympathique. Là, tu sais. Moi, cette semaine, j'ai regardé Showgirls. Ça faisait longtemps que je l'avais vu. Ouais. Ah ben, il y a une grosse référence à Showgirls aussi. Exact. Showgirls de Paul Verhoeven. Puis c'est ça, on peut pas nier qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances entre Showgirls puis The Substance. Showgirls qui avait été reçu vraiment de manière négative là, quand c'est sorti. Je crois que c'est 98, 99. Ouais. Je suis pas sûr de l'année. Mais c'est dans les années 90, puis ça a été vraiment mal reçu. C'est sûr, c'est Paul Verhoeven, là, c'est l'excès, puis il y a un excès beaucoup de nudité là-dedans. Mais, dans le fond, il dénonce aussi le milieu. Là, c'est, regarde, montre-moi tes seins, puis si tu veux faire partie du show, ben, faut que je vois tes seins, puis il faut qu'ils soient beaux, puis c'est de vraiment critiquer sur le corps, justement, puis sur la jeunesse, puis sur le fait d'être parfaite, là. Mais, fait que c'est ça. Fait que ça fait un très beau lien avec The Substance. Puis Showgirls, c'est aussi dans le show business. Fait que mais à chaque écoute, moi, je l'aime de plus en plus. Tu sais, c'est sûr que j'ai jamais été un friand de Showgirls. Bon, plus jeune, bon, on aime ça, là. Il y a de la nudité. Mais après ça, tu regardes le scénario, puis tu te dis, ouais, c'est bien, mais là, tu le pousses un peu plus, puis... Le film se gâche à la fin, je trouve, avec son intrigue de comme vengeance. Ça n'a comme pas rapport avec le reste. Oui, puis moi, ce qui m'agace, c'est... ben, Elizabeth Berkley, je trouve, elle l'overhack en esti dans ce film-là. Puis tu sais, ça fit quand même. C'est-tu volontaire? C'est-tu volontaire qu'il a joué c'est ça, je me demande aussi. Tu sais, dans les Paul Verhoeven, par exemple, j'ai jamais vu vraiment d'overhack qui servait à rien, tu sais. C'est sûr que dans ce film-là, tu sais, ça sert peut-être à quelque chose, tu sais, dans l'excès de, tu sais, la fille, elle veut vraiment se croire, là, qu'elle veut devenir ça. Mais on dirait que ça m'agace un peu trop. Fait que je suis comme pas capable d'aimer ça plus qu'il faut, là. Tu sais, j'adore ça, très bon film, mais c'est ça, peut-être une prochaine écoute. Un jour ou l'autre. Ça fait quand même plusieurs fois que je le vois, là, mais... Dans 2 ans, on va se dire ça. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, ce qui est le fun aussi avec The Substance, c'est que c'est une... ben, moi, j'ai vu ça comme une comédie noire. Je sais pas comment que... Eux, ils disent comédie d'épouvante. Parce que c'est quand même drôle, tu sais. T'as des scènes très drôles, là, très comiques, mais... Tu sais, l'ambiance, comme tu dis, est très imprégnante, là, est très... c'est saisissant, tu sais. C'est sensoriel aussi, tu sais. Tu sens les aiguilles te rentrer dans le corps quand tu regardes ça. Puis, tu sais, je trouve l'épouvante est là, elle est présente. Mais je trouve que ça fait un lien aussi avec des films du genre, ben, c'est une critique. Tu sais, c'est sûr, les hommes, on est moins connus pour justement se critiquer sur notre âge, tu sais, que, on est vieux, tu sais,
c'est souvent les hommes, on se trouve... tu sais, on vieillit puis on se trouve mieux vieux, là, mais les femmes, c'est surtout une critique, je trouve, par rapport aux femmes aussi, là, comment que elles se voient dans le milieu, puis comment qu'elles sont traitées aussi là, dans le show business. C'est un film féministe, hein, c'est un film féministe, ça. Ah oui, beaucoup, puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est subtil aussi dans son idée, justement, de féminisme, même si c'est pas du tout subtil, là, mais en même temps, c'est pas poussé à l'excès, c'est comme on le comprend, puis on accepte, t'sais. Mais je trouvais qu'il y avait des beaux liens à faire avec Jennifer's Body. C'est Megan Fox qui joue une jeune lycéenne qui se fait sacrifier par un groupe de musique, là, rock. Eux, ils la sacrifient parce qu'ils veulent devenir super populaires, puis ils disent « Ah oui, faut sacrifier une vierge, puis il faut prêter serment à Satan, puis tout. » Puis finalement, elle est pas vierge, fait que là, ça fout la chasse parce qu'elle redevient en vie, puis elle redevient en démon, tu sais. Puis là, elle mange des gars, puis en tout cas. T'sais, elle devient sexy là, quand elle mange, puis quand elle mange pas, elle devient laide, puis tout. Puis, c'est un très bon film, justement. C'est un film, ben je dirais, c'est un film de filles, parce que là, il y a Amanda Seyfried aussi dedans, qui va jouer comme sa meilleure amie, puis là, c'est comme une perte de sa meilleure amie, puis elle est comme, c'est quoi, tu deviens une femme, puis tu changes, puis tout. Puis, il y avait des bons liens à faire avec ça, puis de Ginger Snaps aussi, que j'ai regardé pas avant hier, qui était c'est un film très, très bon pour le temps de l'Halloween, là, je trouve, parce que c'est un film de loup-garou, mais qui a une très belle touche, justement, c'est un message là, pour les femmes aussi, comme quoi leurs corps vont changer, à un certain âge. T'as tes menstruations, puis tu deviens une femme. Puis là, à ce moment-là, dans le film, ben, la fille, elle devient une femme, mais en plus, elle devient un loup-garou. Fait que c'est comme c'est un peu Turning Red, ben, mais version gore. Ça ressemble beaucoup à ça. Puis, je trouve en tout cas les deux films, j'ai Jennifer's Body puis Ginger Snap, là, je parle. Je vois ça comme deux comédies noires d'épouvante qui se rattachent parfaitement à Substance. Parce que The Substance, c'est gore aussi, puis il y a de l'excès dans justement cette espèce d'effet pratique-là. Puis dans Ginger Snap, ben, tout ce qu'on voit, là, c'est vraiment... C'est un film canadien, d'ailleurs, là. Je sais pas, tu l'as-tu déjà vu, Ginger Snap? Non, j'ai déjà entendu le titre, mais je connaissais pas vraiment. Ok, ben je pense que je t'en ai déjà parlé, là, il y a quelques épisodes de ça. Mais c'est excellent. J'ai pas vu les suites, là, il y a comme 2 suites. D'après moi, ça fait moins la job. Mais le premier film, là, c'est un film canadien. C'est fait très amateur, là, entre parenthèses. Mais c'est très gore, puis tous les effets sont pratiques, là. Même le loup-garou à la fin est super bien fait, puis je suis fier d'être au Canada, tu sais. Ah ouais. J'adore le Québec, mais je suis fier d'être au Canada quand je vois des bons films canadiens de ce genre-là. Fait que c'est deux propositions que je vous parle, là. Si vous aimez The Substance, regardez ça. C'est le temps de l'Halloween, hein, on en profite. C'est ma fête. Bonne fête, Ben! Ben, c'est pas de suite. Non, mais bonne fête d'avance. Veux-tu qu'on est avec Late Night with the Devil? Moi, ça m'intéresse. Oui, ben t'as l'air surexcité, Ben. Absolument. T'as l'air surexcité? Avec un gars qu'on a souvent vu je pense dans David Lynch, me semble, il est souvent là, puis dans plusieurs films, mais qui a jamais eu de grand rôle. Dave Dalsmashkan. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Non, mais c'est un long nom. David Dasmalkian. Ben, je sais pas si on dit Dasmalkian. Bref. David Dasmalkian. On l'a souvent vu. Il y a souvent des seconds rôles. D'ailleurs, dans Hitman, il y a un second rôle. Il est avec Tip Ty. C'est... Puis aussi... j'ai oublié son nom. Michael quelque chose. Mais en tout cas, c'est des amis là, de Hitman, justement, là, qui l'aident. Mais il joue souvent dans des films d'horreur. Il a joué dans Suicide Squad aussi. Il faisait The Dotman. Donc, il y a comme une face inconfortable aussi, ce gars-là. Il me semble comme plastique un peu. C'est vrai. Puis, tu sais, on le reconnaît pas nécessairement. Surtout son nom, tu sais, il dit pas grand-chose aux gens. Mais, c'est ça, il y a un visage quand même qui fait peur. Puis, tu sais, c'est ça. Late Night at the Devil. With the Devil, excuse.
C'est celui-là ici. Ouais. Je sais pas si vous le reconnaissez. Mais c'est ça. Je trouve que c'est vraiment un film qui le met en valeur, lui, puis son jeu d'acteur. Est excellent dans ce film-là. C'est lui le protagoniste du film. Puis, bon, c'est Late Night with the Devil. C'est un film qui... il est pas très long, là, 1h30. Puis ça nous introduit dans les années 70 sur un plateau télé. C'est un peu Saturday Night Live là, on TV. Puis c'est le présentateur de l'émission, c'est David qui le joue. Puis lui, il a comme chuté dans les codes d'écoute un peu moins bonnes depuis que sa femme qui a eu le cancer est morte. Puis là, il boit, puis il y a des mauvaises fréquentations. Pis tout. Fait que son show il est un peu moins populaire. Puis là, pour regagner sa popularité, il fait une soirée spéciale Halloween. Fait qu'il invite, dans les années 70 encore, là, il invite des médiums à sa soirée pour se mettre dans l'ambiance. Puis là, il invite... Puis tu sais, il y a un talk au début avec son c'est comme un peu ben, c'est un peu l'animateur de foule là, qui va diriger l'orchestre. Là, fait que lui, il a un micro, puis il parle. C'est un petit bonhomme. Il fait de la calvitie, une petite moustache. Puis il amuse la foule, mais là, il y a quand même un long talk avec justement l'animateur au début. Puis là, il dit t'es-tu prêt à cette soirée-là d'Halloween? Puis tu sais, il croit pas tellement au médium qu'il reçoit, là, mais il va jouer le jeu quand même avec les médiums. Puis le premier médium, ben, c'est un Indien. Puis là, il va. Il va lire les esprits dans la salle, puis il va se faire un peu niaiser, parce qu'au début, ça marche pas tant. Puis là, ça va marcher avec deux femmes, tu sais, devant, ils vont parler ben, dans le fond, c'est une mère puis une fille, que le frère de la fille, puis le fils, dans le fond, de la mère, est mort, puis là, ils vont jaser avec le médium, puis là, les gens dans la salle, ils croient à tout ça, puis tout, puis le prochain, c'est une espèce de mesmer, là. Au Québec, on connaît mesmer, qui va arriver sur le stage pour critiquer le médium puis dire non, c'est fake, c'est pas vrai. C'est comme moi, je suis magicien, mes tours sont pas vrais, j'ai tous des trucs. Tu sais, c'est un gars qui croit pas du tout dans le voyeurisme. C'est pas ça le titre. le truc des médiums pis tout. Comment la clairvoyance, comment qu'on appelle ça? Ouais, ça se peut, je sais pas. Le voyeurisme, c'est pas ça, là. Allez pas chez quelqu'un dire ouais, je suis voyeurisme. Non, mais je pense c'est d'être médium, fait que en tout cas. La clairvoyance, peut-être. Lire les esprits. Puis il croit pas du tout à ça, mais là, son prochain invité, c'est une femme psychologue qui a comme pris sous son aile une jeune fille qui, elle est comme une double personnalité, mais est comme un peu sous possession du diable. Puis là, quand il sort, le diable, il a un nom, puis tout, puis là, elle a une grosse voix, puis tu sais, elle change, là, tu sais, un peu comme l'exorciste. Fait que là, lui, il dit ben, pourriez-vous faire une présentation, tu sais, devant? Puis là, il couche avec cette fille-là. Fait que là, t'as comme beaucoup de moments dans le film où c'est on stage, fait que là, c'est en couleur. Tu sais, c'est vraiment filmé comme... Ça ressemble beaucoup... L'esthétique est vraiment écœurante dans ce film-là. Ça ressemble beaucoup aux années 70, là. Puis tu sais, juste les caméras, là, on dirait qu'ils ont mis un filtre, là. Le filtre rétro, là, vintage. Puis c'est vraiment excellent comme image. Puis là, quand c'est l'heure de la pub, ben là, ça coupe, puis là, ça devient noir et blanc. Puis là, tu tombes en backstage. Fait que tu vois qu'est-ce qui se passe dans le backstage. Fait que là, il y a des gens qui meurent du plateau, puis là, pendant le show, puis là, il est comme, il est mort comment, tu sais, puis là, tu sais, tout le monde se pose des questions, mais le show continue, tu sais, the show must go on, comme on dit. Puis, tu sais, il y a des choses bizarres qui se passent toute la nuit, mais ils ont pas l'air de s'en faire trop, là, tu sais, le présentateur, lui, tout ce qu'il veut, c'est un code d'écoute extrême. Puis, tu sais, là, il y a des appels des grands boss qui disent oui, ça marche au bout, continue. Puis, dans le backstage, ben là, t'apprends, bon, il couche avec cette femme-là. Fait que là, tu sais, lui, il dit non, mais, tu sais, fais-la comme devenir le démon, là, tu sais, devant tout le monde. Puis, ça va être bon. Puis, tu sais, on veut voir ça. Puis, tout le monde est comme intéressé. Puis, tout. Fait que là, elle va le faire devant les shows télé. Puis là, après ça, c'est comme le dilemme avec le magicien que lui, il croit pas à ça.
Fait que là, c'est comme une dispute. Puis là, le magicien, il va comme montrer avec l'animateur de foule, il va faire une démonstration comme quoi, tu sais, ce qu'on voit, c'est pas exactement ce qu'il a fait. T'sais, mettons, là, il va avoir des images parce que l'animateur de foule, il s'ouvre le ventre, puis il sort tous ses intestins. Tu sais, c'est tous des effets pratiques vraiment écœurants, là. C'est vraiment bien fait. Mais après ça, on sent que c'est une illusion d'optique, puis on s'est fait hypnotiser. C'est un peu comme Mesmer. Mesmer pourrait faire ça. Puis, mais c'est ça, mais le film, tu sais, en soi, bon, c'est ça. Fait que ça finit avec le gros dilemme. Le climax du film, c'est comme le gros dilemme à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Puis là, on va se questionner aussi chez soi. On va se dire, si je crois-tu à ça ou non? Je sais pas si ça fait ça. Ça, c'est dans l'extrême. Moi, je me suis pas posé ça. Je sais que c'est pas vrai. Je le sais que c'est pas vrai, ça existe pas. Mais il y a des gens qui croient ça. Fait que j'ai aimé le film, mais pas plus que ça. Là. Parce que comme je te disais, moi j'adore les effets pratiques. L'esthétique est vraiment belle. Mais j'ai pas de temps à accrocher à l'histoire. Je trouvais ça long des fois. Là. Ça parle beaucoup. C'est sur le plateau. Au début, la première demi-heure est le fun. Parce que on rentre vraiment comme sur un plateau des années 70. Fait que c'est bien amené. C'est vraiment bien montré. Là. C'est bien joué. Mais à un moment donné, tu te lasses un peu de ça. Tu te dis, ok, mais j'aimerais ça avoir un autre step. T'sais. Mais c'est ça pendant 1h30. T'sais. Ils sont sur le plateau puis ils jasent. Tu sais, il y a des effets, oui, c'est le fun, là, mais rien pour comme augmenter mon excitation de l'histoire qui aurait pu devenir quand même quelque chose de au-delà de juste jaser. Là, t'sais. Puis sais-tu ceux qui ont fait ça, c'est-tu leur premier film? C'est des frères, je pense, qui ont fait ça, ou des cousins? Des frères qui ont fait ça. Cameron Kearns, puis Colin Kearns. Puis c'est comme pas leur premier long métrage, mais ils ont pas rien fait d'extraordinaire. Ils ont fait 100 Bloody Acres. J'ai jamais vu ça. C'était en 2012. Puis ils ont fait Scare Campaign, qui a pas l'air très très bon, en 2016. Ça a l'air vraiment. C'est des films cheap. Là. C'est des trucs vraiment pas bons. Mais Late Night with the Devil. Ben là, je dis que c'est pas bon. J'ai pas vu, là, mais. Avec l'image, on peut savoir, là, des fois, si c'est bon ou non, là. Faut quand même avoir l'ouverture d'esprit, mais j'écouterai pas ces films-là. Mais Late Night with the Devil, c'est quand même leur premier long métrage que je trouve qui. Ça vaut la peine d'être vu, là. Moi, je l'ai vu sur Shudder. Je pense qu'il est juste là. C'est-tu produit par Shudder ou c'est distribué par Shudder? En tout cas, je sais que Shudder est comme derrière ça aussi. Oui, Shudder est derrière ça. Ils font beaucoup de films. Ils font beaucoup de films à eux, là, dans le fond, qui produisent. J'ai pas tout vu leurs films. Moi, je me suis pas abonné à leur compte. J'ai pas payé là, leur streaming. J'ai pris le 30 jours gratuit. Pour voir un peu, où aller, puis qu'est-ce que c'est faire. Puis c'est bien, là, ils ont quand même beaucoup de films, mais il faut que tu aimes les films d'horreur, là, c'est sûr. Là, c'est juste des films d'horreur, de tout genre quand même. Mais, on dirait, c'est pas assez pour que je paye pour ça. Là, j'aurais pas payé juste pour voir Late Night with the Devil, tu comprends? Parce que je savais quand même qu'à quelque part, c'est ça, c'est un film streaming. Fait que faut quand même. Il y a un film Apple Plus qui est sorti cette semaine, qui est Wolf. Avec Brad Pitt puis George Clooney. Tu sais, Apple TV, ils ont quand même beaucoup de budget, là. On dirait, ils s'en vont chercher beaucoup de grands acteurs, grands noms, pis tout. Mais je sais pas à quel point leur film. Tu sais, moi, j'ai pas Apple TV, fait que j'ai pas vu leur film original, mais. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'Apple, ça coûte genre 15$. Ou... Avant, c'était pas cher, puis ils ont monté les prix. Puis c'est juste du contenu original que t'as quand tu payes, puis ils ont pas grand chose. Ils ont des séries intéressantes, ils ont quelques films, mais il y a pas beaucoup de stock. Faut que tu payes pour les films. C'est ça. Tu sais, qui sont là-dessus, qui sont pas à eux, là. D'ailleurs, ils ont sorti la. Tu sais, Napoléon, c'est Apple TV, là. Ouais. Puis ils ont sorti la version de 4 heures de nulle part et est sortie, là, est disponible. C'est ça. Je sais pas à quel point ça me tente d'écouter la version de 4 heures, là. Parce que la version de 2 heures, elle était pas excellente non plus, là. Tu sais, mais peut-être que je vais me lancer avant Gladiator 2 pour encourager Ridley Scott. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est pour ça, tu sais, un film
comme Late Night with the Devil, que je sais que c'est un streaming, tu sais, c'est un film original de Shudder. Mais là, j'ai vu ce qui se faisait, tu sais, de Shudder, puis ils ont de l'idée, tu sais, ils ont de la suite dans les idées, mais c'est très bon. Mais j'ai l'impression aussi que Shudder, ils ont plus de... Ils ont plus de vision que, mettons, un Netflix ou des choses comme ça, parce que leurs films vont souvent jouer au cinéma moderne, vont jouer dans des salles. Ouais. Puis c'est fait pour ça aussi, je pense qu'ils prennent en conséquence. Tu sais, ils ont leur propre genre aussi. Tu sais, Netflix, c'est qu'ils patauchent dans tout. Puis là, un moment donné, quand tu patauches dans tout, ben, tu peux pas être bon dans tout. Hein. Fait que, tu sais, Netflix sont bons dans les séries, là. Puis pas toutes les séries, là. Pas toutes les séries. Mais en tout cas, bref. Hey, ils ont fait des bons films aussi, là, mais... Mais souvent, leurs bons films, c'est qu'ils ont mis le cachet pour avoir les meilleurs réalisateurs, les meilleurs acteurs. Oui, mais souvent, non, mais souvent, c'est pas eux qui les font, ils achètent les droits à Cannes, puis après ça, c'est rendu leur film à eux autres. C'est ça. Puis, tout ça pour dire, Late Night with the Devil, si vous avez un 30 jours gratuit, là, quand vous avez Prime Video, vous avez le droit d'un 30 jours gratuit. Fait que, prenez-le, ça vaut la peine. Il y a beaucoup de films. J'ai vu des vieux films aussi, là. Ben, j'ai mis beaucoup de films dans ma watchlist, là. Dont il y a du Mario Bava que j'ai vu, il y a du Dario Argento, il y a beaucoup de tu sais, il y a un large quand même éventail de vieux films là, des années 70, 80. Deuxième film que j'ai vu là, sur Shudder, c'est Climax. Oui. Ben, en fait, c'est un film français, fait que je devrais dire Climax. As-tu déjà vu d'autres films de Gaspard Noé? C'est un film de Gaspard Noé. Non, mais as-tu déjà vu d'autres? Oui, ben c'est ça, j'allais répondre. J'ai vu... j'ai vu Irréversible. Ok. Je pense que c'est le seul... j'ai vu Noé. Noé? Ah non, c'était pas Gaspard Noé, ça. C'est quoi, Noé, le film sur l'argent? Ouais, non, ça c'était... C'est Aronofsky, ça. Aronofsky, tu sais. On n'est pas dans le même registre. Parce que Gaspard Noé m'a fait penser à Noé! Non, c'était pas ça. Non, c'est Climax. Attends un peu. Climax, c'est un film de 2018. Ouais. Puis quand j'avais vu l'annonce, j'étais déjà intéressé à le voir. Mais Gaspard Noé, là, j'ai juste vu Irréversible. C'est lui qui a fait Love, il a fait Enter the Void, là, qui ça a l'air. Juste ça, j'ai pas vu Enter the Void, mais ça a l'air vraiment pété. Ouais. Love, c'était inécoutable, j'ai détesté Love. C'était tellement plate. Vortex aussi, il a fait Vortex, c'est vrai. Ouais. C'est son dernier Vortex, hein, c'est ça? 2023. Ouais, Vortex, c'est 2021. Enter the Void, c'est 2009 quand même. Mais Irréversible, ouais, j'avais vu, c'est 2002, là, Irréversible, c'est son premier long métrage, je pense. Ça se peut. Parce qu'il a fait beaucoup de courts métrages. Ah non, 98, I Stand Alone. Ok. Ça a l'air d'un gars suicidaire. Ben, tu sais, c'est toujours ça, c'est des films qui sont rough, pis c'est dur à regarder. Là. Ben, tu sens qu'il veut choquer, tu sais. Irréversible, j'avais aimé ça, tu sais, parce qu'Irréversible, ça a été surtout connu pour la scène de viol qui est quand même très dur à regarder. Mais le film en soi, j'ai pas tant aimé. Puis tu sais, je pense que son but premier, c'est de choquer, puis de... Mais je sais pas à quel point il y a un concept derrière ça. Tu sais, Paul Verhoeven, tu sais, son but, c'est de choquer aussi, là. Il adore les excès, il adore, tu sais, être à l'inverse un peu des codes qu'on voit à Hollywood, mais il critique aussi, tu sais, il y a une critique derrière ça. Fait que c'est très ingénieux, c'est très bon dans les scénarios. Gaspard Noé, je sais pas à quel point il questionne ou, tu sais, on dirait qu'il veut juste mettre on va mettre du cul, je vais mettre de la violence. J'ai pas vu Love, mais ça a l'air que c'est juste ça, tu sais. Ah, c'est juste du monde qui baisse pendant 3 heures, Love, là. Mais tu sais, je te dirais dans le même sens que tu dis qu'il veut provoquer, moi je préfère 100 fois mieux Lars von Trier, que c'est aussi trash, mais t'as une réflexion artistique derrière ça. Puis que je trouve que Gaspard Noé, j'ai peut-être pas vu assez de films de Gaspard Noé pour critiquer de même, là, mais de ce que j'ai vu, j'étais comme c'est un gars qui veut juste faire un exercice de style, lui mettre des choses un peu trash, puis c'est ça. T'sais. Ben, quand j'ai vu Climax, je me suis dit la même chose. T'sais. Moi, j'avais juste vu Irréversible, fait que je peux pas me baser sur Irréversible. Irréversible, c'est quand même bien, là. Regardez-le, là, si vous avez la chance, et ça vaut la peine. Mais Climax, je trouvais que c'était n'importe quoi, là. Pour vrai, c'est c'est un film très court, là. 1h37. Quand même pas si court. Mais que j'ai vu sur Shudder. Puis c'est juste un groupe. C'est un film français.
c'est juste un groupe d'étudiants en danse. Que là, ils ont comme fini. Ben, de ce que j'ai compris, ils ont fini leurs études de danse. Puis là, ils se font un party de genre fin d'année. Dans une espèce de cabane, là, en métal, comme au milieu de la neige. Je sais pas pourquoi, là, mais il neige. Puis, ben, je sais pas pourquoi. c'est la température qu'il fait, mais je sais pas ils sont où, là. Tu sais, il y a aucune information du lieu extérieur, puis ils sont juste dans une cabane, puis là, il y a un DJ, puis là, tout le monde danse. Puis tout le film, c'est comme un peu une comédie musicale, mais juste de la danse. Fait que ça danse sans arrêt. Tu sais, c'est un film d'1h30, puis la première demi-heure, c'est juste les jeunes que tu vas parler à la caméra, puis ils parlent de la danse, puis ils parlent de ce qu'ils aiment. Puis, tu sais, j'imagine que c'est des vrais danseurs, là. T'as une des protagonistes, que c'est Sofia Boutella, là, qu'on a vu dans beaucoup de films. T'sais, Kingsman, là, c'est elle qui avait des couteaux là, à la place des pieds. Puis, t'sais, on l'a vu dans beaucoup de films américains, mais sinon, t'sais, des acteurs que j'ai jamais vus avant. Puis, t'sais, j'ai l'impression que c'est des vrais danseurs, là, mais ça danse bien, là, mais c'est juste, ça fait juste danser. Je te dirais, la première demi-heure, ça fait juste jaser. Là, après, t'as le credit du générique de début. Fait que là, les gars, ok, c'est intéressant. C'est différent. Mais là, ça commence à danser, puis là, ça fait juste danser, puis là, ça boit, ça prend de la drogue, puis là, ça danse. Puis là, après 1 heure, là, ça commence à déraper un peu. Il y a quelqu'un qui a mis de la drogue dans la sangria, je pense. Puis là, les gens commencent à paranoïer, puis là, tout le monde se bat, puis il y a une fille, elle est enceinte, puis là, elle se fait battre, fait que là, elle perd son bébé. Tu vas avoir un gars qui c'est un blanc, puis là, il va se faire traiter de raciste, parce que là, il y a beaucoup de noirs, puis là, il va se faire mettre le signe nazi dans le front, puis il va se faire battre lui aussi. Puis là, tout le monde... il y en a un qui se fait accuser de pas avoir bu, fait que là, c'est lui qui a mis la drogue dedans, fait que là, il se fait kick out, genre de la place. Fait que là, il meurt dans le froid dehors. Puis tu sais, il y a plein de choses qui se passent dans la dernière demi-heure. Des choses incompréhensibles, puis là, t'as juste comme tout le monde qui continue de danser. Puis là, ils sont comme perdus dans leur paranoïa. Puis, tu sais, il y a une fille qui a amené son fils, genre de 5 ans. Puis là, son fils, elle l'enferme dans la pièce de contrôle électrique, là, la centrale, puis tout. Puis là, elle perd la clé pour y ouvrir. Fait que là, elle s'ouvre les veines, puis elle meurt. Parce qu'elle est plus capable d'ouvrir la porte. C'est toutes sortes de choses incompréhensibles que tu te dis, ok, c'est un bel exercice de style, tu sais, la danse pis tout, mais tu sais, c'est pas Step Up, là. On s'entend. Moi, j'adore Step Up. Très bon film. Tu écouteras ça, d'ailleurs. Mais, tu sais, c'est ça. C'est de la danse... je te dirais, c'est très... comment dire? C'est très personnel aussi, là, on dirait, comme danse. Là. C'est pas... c'est un peu une performance de chaque danseur dans le film. Fait que je trouve... Ben, tu sais, c'est bien, là, mais je trouve ça moyen. On dirait qu'il a juste dit aux gens, dansez comme si c'était votre dernière soirée de danse. Puis, ben, la pire, c'est que ça se peut qu'il ait fait ça pour vrai. C'est parce que dans Love, là, tu sais, dans Love, c'est du monde qui baise, mais ils baisent pour vrai devant la caméra. Ah, ouais. Il a juste dit, moi je mets le codec là, puis il dit, vous savez ce que vous avez à faire. Ok, let's go. Il y a un lieu qui s'appelle pornographie, que c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est. Mais tu sais, il est bien coté le film. Là. Je pense que avec Irréversible, c'est un de ceux qui étaient quand même les mieux reçus. Ben Vortex est quand même bien coté aussi. Enter the Void, ça reste un film culte aussi, que c'est genre un gars qui... Oui, c'est genre du DMT. Vu, hein? Non, je l'ai pas vu. Pas vu ça. Il paraît que c'est genre une expérience sensorielle, que c'est comme du DMT, puis c'est la drogue que genre ton cerveau sécrète quand tu meurs, quand tu es sur le point de mourir, fait que c'est comme l'expérience de mourir que tu vis, c'est genre un voyage astral. Là. Mais je l'ai pas vu. C'est ça. Mais Gaspard Noé, je pense qu'il faut aimer son style. Là. Ben, je sais qu'il y a genre un gros fan following, puis les gens capotent, mais faut savoir dans quoi tu t'embarques, puis moi ça me parle pas. Là, ben c'est ça, mais tu sais, justement, si c'est aussi bien coté, c'est peut-être parce que justement c'est son crowd qui a dit « Ah ouais, c'est bon! » Moi, ça m'a pas impressionné, là. Ça m'a pas non plus
titiller la petite ampoule cinématographique en moi. Mais tu sais, je salue quand même les danseurs du film, les artistes, là. C'est quand même très... Tu sais, c'est bien filmé, là. T'as des belles scènes, tu sais, où est-ce que c'est comme en contre-plongée, là, mais comme juste au-dessus de la danse. Fait que là, tu vois les danseurs danser par terre. Puis c'est beau, c'est le fun, mais je trouve le scénario, c'est du n'importe quoi. Ouais. Fait que ça m'a pas... intéressé d'en savoir plus. En tout cas, allez découvrir Gaspard Noé, là. Ouais, Gaspard Noé, bordel. Ouais. Ça conclut, moi, mon bloc horreur pour cette semaine. Ok, je peux aller avec un petit bloc sexualité aussi. Oh! Ouais, poursuivre Gaspard Noé. J'ai eu la chance de... Ben, ça n'a aucun lien, là, mais... Tu vas-tu nous parler de Louis Cyr? Non. C'est-tu Louis Cyr que tu vas genre dire? Avec Antoine Bertrand dégage la sexualité, peut-être, je sais pas, là, mais non. C'est... il y a Mademoiselle Bottine qui sort. Oui, ça va bien. Pas un film porno, ça, c'est... Mais j'ai eu la chance de redécouvrir Le déclin de l'Empire américain sur grand écran, avec Yves Jacques dans la salle, parce que Cinémascope le projetait. Là. Puis tu sais, le film, c'est un film que j'ai vu plein de fois. Toi aussi, tu l'as vu, j'imagine, plein de fois. C'est un classique du cinéma québécois. Puis quand tu le revois dans ces circonstances-là, j'étais comme, oh my god, quel chef-d'œuvre, c'est incroyable. C'est un film qui a marqué les esprits, pas pour rien. Parce que même encore aujourd'hui, j'ai ri pendant 2 heures dans la salle. Puis c'est des jokes qui ont juste pas de bon sens. C'est tellement... c'était une autre époque aussi, là, oui. Je checkais juste, mettons, dans le CV d'Yves Jacques, puisque je fasse des recherches sur lui, puis son personnage, c'est marqué Claude, en parenthèse, l'homosexuel. Puis aujourd'hui, plus jamais que ça serait marqué ça. C'est ça que je trouve génial, c'est qu'on est tellement dans une autre époque, mais c'est encore... Je sais pas si c'était fait pour être drôle, ou c'est juste drôle parce que ça a plus de sens. C'est comme Yves Jacques qui dit que y a rien de mieux que les petites fesses d'un enfant de 12 ans. Je dirais ça pas de ce bon sens, mais c'est valable. Je pense que c'est du Denis Arcand à son meilleur. Ben moi je pense pas que c'est son meilleur film, mais c'est un grand film. Oui, mais je pense que c'est le style de Denis Arcand qui est aussi, tu sais, je pense qu'on pourrait le dire que c'est probablement le plus grand réalisateur québécois qui aime provoquer lui aussi, là, tu sais, avec ses idées. Absolument. Ben, écoute, Yves Jacques, il a fait de quoi d'intéressant qu'il a soulevé, puisqu'il disait, tu sais, il tournait un court-métrage avec des jeunes qui traitaient de ce sujet-là, puis qu'il disait, aujourd'hui, la génération Y, ou en tout cas, je sais pas quelle génération qu'on est rendu, mais en tout cas. Les milléniaux, c'est nous. Y. Genre, ouais, c'est ça, c'est les gens. Mais c'est la génération Z. Puis là, les nouveaux, là, c'est la génération Alpha, à ce qui paraît. Ok. Donc, ils sont censés être supérieurs à nous, c'est ça? Mais tu sais, qu'est-ce qu'il disait, c'est que notre génération, c'est qu'on est toujours en train de vouloir calmer les affaires, tu sais. Faut pas trop provoquer, faut pas trop faire des affaires comme ça. Puis la génération d'avant, mettons Denis Arcand, il fait ça juste pour provoquer, juste pour dire, hey, je vais faire de quoi, puis ça va soulever des débats, ça va faire questionner des affaires. Des fois, ça a peut-être pas de bon sens. Puis tu sais, avec Testament, je l'ai pas vu Testament encore, ça m'a donné le goût de le regarder, mais tu sais, j'ai comme peur d'avoir mal, tu sais. Mais tu vois, on dirait que c'est ce qu'il réussit encore à faire, tu sais. Parce que tu vois, Testament, ça a fait jaser, tu sais, ça a fait, regarde. Ça a l'air que c'est mauvais. Ça a l'air que c'est pas bon. Ben, moi j'ai entendu des commentaires. Il y en a qui chialent à cause de la position de Denis Arcand de dire comme on peut plus rien dire tout ça, tu sais. Avec lequel que je trouve que c'est un peu BS de dire ça, mais tu sais. Ben justement, tu sais qui va chialer comme ça. C'est les jeunes qui vont regarder ça, tu sais. Ben écoute, je l'ai pas vu, je veux pas commenter là-dessus. Non, mais je sais pas, je l'ai pas vu non plus. Je sais pas. Ben il est sur Crave, je crois. Non, je pense que c'est TVA Film, je pense, fait qu'il doit être sur Club Illico, me semble. Okay. C'est ça. Mais c'est ça. Mais tout ça pour dire, tu sais, Le déclin de l'Empire américain, c'est un film qui a ouvert Québec à Cannes aussi, tu sais. Avant ça, t'avais Gilles Carle, mais après ça, t'avais Denis Arcand, puis ça a commencé à rentrer à chaque année, t'en avais un peu partout, tu sais, jusqu'à Dolan, puis encore aujourd'hui, t'en as une couple qui vont à Cannes à chaque année. Puis, tu sais, c'est un film qui a marqué les esprits pas pour rien. Je trouve que c'est un film qui parle du déclin de l'Empire américain qui se déroule depuis 40 ans, puis qu'on voit ça décliner. Puis c'est comme les intellectuels ou les pseudo-intellectuels qui sont vus à l'écran, qui sont toujours géniaux avec un dialogue malade, mais que c'est toutes des pourritures. Puis, ce qu'ils disent n'a pas rapport avec leur réalité. Puis, je suis comme, c'est tellement bien dépeint. Puis, je sais pas à quel point que c'est proche de sa réalité à lui, parce que, tu sais, lui, c'est un historien de formation. Puis c'est un genre d'intellectuel. Tu l'écoutes parler, c'est un intellectuel, Denis Arcand. Ouais. À quel point il s'identifie dans ces personnages-là? Est-ce que c'est un mange-marde de même ou pas? J'imagine que non, puisqu'il ne serait pas dépeint à l'écran de même. Là, mais je trouve ça intéressant la manière qu'il dépeint les États-Unis puis l'élite. Là, tu sais. Ouais, ben souvent l'art d'un artiste va pas nécessairement refléter non plus la personne qu'il est. Là, tu sais. Non, c'est ça. Mais ça. Bon, je pense que ça reflète bien ses idées. Là.
Mais est-ce que les idées fait de quelqu'un cet être-là? Je pense pas. Je pense pas non plus, là. On est humain, après tout. On est absolument, absolument. Mais il faut toujours prendre les films de Denis Arcand d'un point de vue satirique aussi, puis très cynique. Parce que, tu sais, mettons, je sais pas si t'avais aimé La Chute de l'Empire américain, toi. Ben, c'est... J'avais trouvé ça bien, mais j'avais pas aimé autant que Le Déclin, là, tu sais. Ah ben non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a beaucoup de gens qui ont détesté La Chute de l'Empire américain parce qu'ils disaient que c'est genre un cheap américain, c'est un film cheap, vraiment fait cheap, tout ça. Mais je suis comme non, c'est pas ça, c'est une critique de ça. Je trouve ça fucking malade quoi qu'il a fait, puis genre, les gens ont pas compris, on dirait, je sais pas là. C'est fait, tu sais, Eddie King est juste le noir de service qui est là comme gangster, puis il se fait tuer, tu sais. Je suis comme man, c'est malade, ça a pas de bon sens. Là. Ben, je pense que ça va avec justement le déclin de l'Empire américain, sorti dans les années 80. 86. 86, puis tu sais, je pense que ça va avec les générations avec laquelle, tu sais, qui ont grandi avec ce film-là, par rapport à La Chute de l'Empire américain, tu sais que t'as plus de jeunes, tu sais, de cette époque-là qui l'ont vu peut-être au cinéma, qui s'attendaient à je sais pas, un film québécois quelconque. Puis, tu sais, c'est un peu au regard du Testament, où est-ce que en 2023, je pense qu'il est sorti en 2023, 2023, 2024, ben là, c'est qui va aller voir le Testament? C'est des personnes un peu plus âgées qui vont dire « Ah oui, Denis Arcand, je le connais. Ah, il y a... Tu sais, voyons, c'est qui la vedette? C'est Rémi Girard. Rémi Girard qui va jouer dans ce film-là. Bon, fait que, tu sais, je pense qu'il y a plus de personnes âgées qui vont aller voir le Testament que de jeunes. Le rendu sur la télé, tu sais, il peut y avoir beaucoup de jeunes aussi qui regardent ce film-là. Mais je pense que, tu sais, le déclin a marqué aussi le cinéma québécois. Fait que dans les écoles de théâtre, de théâtre ou de cinéma, on en jase plus, tu sais. Fait que c'est sûr que ça fait connaître aux jeunes d'aujourd'hui les vieux films de Denis Arcand. Fait que quand ils vont voir le Testament en se disant « Ah, j'ai vu le déclin de l'Empire américain dans mon cours de cinéma québécois, j'adore ça. » Ben là, c'est sûr qu'il y a un autre step, tu sais, parce que c'est pas la même époque non plus. C'est pas le même discours, là, je pense. Ah ben c'est sûr, le film est symbole de son époque aussi, tu sais. Exact. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, non? Ah oui, il y a du monde dans la salle qui disait que les autres, ils l'avaient vu à l'époque, puis ils l'avaient pas fini, parce qu'ils disaient que j'étais pas capable du côté intellectuel, ça me tapait ses nerfs. Puis là, ils l'ont vu dans la salle, puis en fait, oh wow, ok, genre, j'ai manqué de quoi, puis c'est vraiment extraordinaire. Fait que je pense, est-ce que c'est l'évolution du temps qui fait ça, ou c'est juste qu'il faut prendre le temps, puis de mieux comprendre? Je sais pas, mais tu sais, c'est un chef-d'œuvre que moi, je vous conseille fortement. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont critiquer un film, parce que c'est juste du parlage, il y a pas d'action, il y a rien qui se passe. C'est sûr que quand tu regardes pas un film hollywoodien, ça se pourrait qu'il y ait plus de parlage. Mais c'est important d'écouter le dialogue puis de ce qu'ils disent. T'sais, si c'est juste du parlage, puis c'est vraiment du parlage pour rien dire. Comme un film québécois que j'ai regardé, puisqu'on parle de films québécois, là, Flashwood. Ah oui, c'est le premier film de Jean-Claude Boucher. Premier et j'espère peut-être dernier, là, parce que Christy, il l'a pas pantoute, là, c'est... non, mais peut-être qu'il va pondre de quoi d'excellent, mais... C'est Jean-Claude Boucher qui a fait ça, c'est ça? Oui, Jean-Claude Boucher. Je pense que c'est son premier long-métrage. Ouais. Mais, tu sais, c'est un film complètement vide, là, tu sais, je veux dire, les dialogues sont pourris. J'ai pas aimé les acteurs aussi, là. Désolé au Québec, mais ça, c'était pas un bon film. Ça, c'était vraiment pas un bon film. Puis, tu sais, il n'y a aucune histoire qui se tient. Tu sais, c'est plusieurs histoires, là. C'est plusieurs histoires entremêlées avec des différents personnages, mais, tu sais, il n'y a aucun dialogue qui a du sens. Puis, tu sais, ça parle comme des jeunes de banlieue. Puis, tabarnak. Puis, tu sais, oui, ça sac, mais on est au Québec, là, on sac, mais je veux dire, faut qu'il y ait de l'intelligence dans les dialogues. Tu sais, ça, c'est un bel exemple de... C'est un film qui fait juste jaser, puis il se passe rien, mais... Il y a vraiment rien, là. Dans le dialogue, c'est vraiment plate, là. C'est vraiment pas bon. Puis tu sais, j'ai regardé tout de suite après, À l'Ouest de Pluton, que, tu sais, c'est un film exceptionnel qui fait juste jaser aussi, tu sais. Oui. C'est des jeunes qui jasent, c'est des jeunes dans leur habitat naturel qui sont filmés. Il a l'air. Mais tu sais, ça prend la vibe un peu documentaire parce que c'est des non-comédiens, c'est comme leur vrai rôle, mais tout est écrit dans le film. Là. C'est écrit à la ligne près. Puis c'est génial, ça paraît pas pantoute. C'est exceptionnel. C'est veg. Tu sais, moi, la dernière fois que j'ai entendu ça, j'étais au secondaire, là, c'est veg. Ouais.
C'est un bon. C'est sûr. Est-ce que c'est bon parce qu'on a vécu cette époque-là au secondaire? C'est un film de notre époque aussi. Là. Je sais pas à quel point les jeunes d'aujourd'hui aimeraient ce film-là, mais à l'ouest de Pluton, ça parle, je pense, à l'entièreté des jeunes. T'sais. Ben oui, parce que regarde, mettons le film qu'ils ont fait, Les Rayons Gamma, l'autre film qui ont sorti l'année passée, c'est la même chose, mais à Montréal, dans notre génération, ben pas notre génération, mais à notre époque, tu sais. Dans l'époque d'aujourd'hui. Puis les deux, c'est aussi bon, c'est un peu la même chose, mais je pense que aujourd'hui, on pourrait regarder avant, puis ça serait aussi bon pareil. C'est pas une question de nostalgie de qu'on a vécu ça, c'est vraiment... il y a une réalité là-dedans, c'est ça. Parce que même dans les Rayons Gamma, c'est des immigrés en majorité dans le film, tu sais. Puis même si c'est pas ta culture, mais tu rentres dedans, puis tu comprends un peu leurs mœurs, puis tout ça, puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas notre réalité, là, tu sais, qu'on a vécu, mettons, en banlieue, là. Mais ça marche tellement, là, c'est super bon, là. Mais en tout cas, tu sais, entre ça ou Flashwood, le choix est pas difficile, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas de dénigrer non plus Jean-Claude Boucher, là. S'il fait un autre film, on va être curieux de voir. Mais je pense que c'est ça. Je pense pas qu'il en fasse. Ben, je sais pas à quel point ça a été. Parce que je pense qu'il était à un festival en plus, ce film-là. Je me rappelle plus lequel, là, mais. C'est-tu les rendez-vous québécois? Ça se peut, oui. Ça se peut, mais je pourrais pas dire. En tout cas, pas un film que je vous conseille. Bref. Écoutez À l'Ouest de Pluton. Très bon film. Ah, vraiment. Il est là sur YouTube, je pense, hein? Moi, je l'ai vu à la télé sur Radio-Canada. Ouais. Mais je pense qu'il est sur YouTube. Non, excuse. Pas Radio-Canada, c'est UniTV. Ah oui, ok. Je pense qu'il y a une application que tu peux avoir, UniTV. Ah oui, un mais peu comme c'est TV5, là. Ouais. Sur lequel il y a le court-métrage d'Eric Kaboulian qui est fucking extra. T'as-tu regardé le court-métrage? Je l'ai pas encore vu. Ah, faut ça. C'est extraordinaire. Faire un enfant, là. D'ailleurs, Eric Kaboulian, j'ai écrit cette semaine, on s'est parlé, il va être à Cinémascope le 27 octobre, finalement. Il s'est ajouté à la liste d'invités pour Avant qu'on explose, je vous le conseille. Ça va être malade mental, tu sais. C'est mon idole, Eric, hein. Moi c'est mon idole, puis je suis comme, man, il va être là, tu sais, c'est malade. Tu répètes la date? Le 27 octobre, 2h30, à Saint-Hyacinthe. Avant qu'on explose, là, fucking grand film incroyable. Tu l'as vu Avant qu'on explose, hein? Je l'ai pas encore vu. Mais j'attendais justement de rencontrer Eric Kaboulian. Bien, Rémi Saint-Michel va être là, puis Eric va être là. Viens voir ça. Wow. Ça va être écœurant, ça. On va tous être là, on se donne rendez-vous. Mais tu sais, c'est aussi bon que Superbad. C'est meilleur que Superbad, ce film-là. Je te dis, là. C'est meilleur que Superbad. Oui, parce que c'est un genre de Superbad québécois, puis excellent. Ouais, excellent. En tout cas, cinéma québécois. On s'y est au courant. Bref, pour en revenir où est-ce qu'on était, c'est ça. Il y a une différence entre critiquer un film qui jase seulement pour rien. Puis je trouve que Le Déclin de l'Empire, ben, ça jase pas de rien. T'sais. Oui, c'est un dialogue intellectuel, mais ça jase des générations puis des pensées aussi de cette génération-là. Absolument. Bref. Absolument. Ben, d'un milieu aussi en particulier intellectuel. Puis je pense que le milieu intellectuel, mettons universitaire, est encore de même aujourd'hui. Des échos que j'entends, mettons, de ce monde-là, là, c'est toujours aussi macho, c'est toujours aussi... Ah, oui. Oui. Ben... Le moindrement que tu as une espèce de niveau, soit de scolarité ou même dans la... Tu sais, ça a jamais changé, ça. Quelqu'un qui a de l'argent va toujours se situer plus haut que celui qui a une job complètement ordinaire, qu'on pourrait dire. Tu sais, dans le step du citoyen moyen, là, tu sais. Fait que, effectivement, que c'est un discours qui continue puis qui jase encore. Malheureusement. Okay. Hey, tu veux-tu j'aille avec un bloc incroyable de cette semaine? Oui, vas-y. Un bloc d'animation cette semaine, ok? Là, je te parle de mon numéro 5. Est-ce qu'il va finir dans ton top 10, tu penses? Ou il est 5 là, puis il va être genre 10e peut-être, ou tu vas le maintenir, tu penses? Je pense, parce qu'on n'attend pas d'autres grands films d'animation cette année. À part peut-être Lord of the Ring, qui est un film style japonais anime, qui sort en décembre. Je sais pas à quoi ça a l'air. Je pense que l'annonce est sortie, je l'ai pas encore vue. C'est ça. Mais je sais pas à quel point ça va être beau d'animation, mais je te parle de Wild Robot. Donc le robot sauvage. Qui est sorti la semaine dernière. Puis pour vrai, c'est vraiment incroyable comme film. Puis je suis pas mal persuadé qu'il gagne meilleur film d'animation.
Ok. Ça, c'est DreamWorks qui a fait ça? C'est Chris Sanders. Non, mais DreamWorks, le studio. Oui, c'est ça. Excuse. Oui, c'est DreamWorks qui a fait ce film-là. Puis, Chris Sanders, c'est lui qui nous a donné aussi How to Train Your Dragon. Ok. Qui est juste Dragon là, en français. Ouais. Le premier. Il nous a donné aussi The Croods, qui est la famille là, de l'homme de Cro-Magnon. Puis l'un de mes favoris films de Disney, qui fait partie de mon top 10 des films de Walt Disney Animation, Lilo et Stitch. C'est lui qui nous a donné ça aussi. Okay. Mais ça, il était en collaboration avec Dean DeBlois. Ben, DeBlois, il a fait les dragons aussi, Dean DeBlois, me semble. Oui. Ok, c'est ça. Puis lui, il a comme continué le Dragon 2, puis 3 aussi, je crois, seul. Ok. Mais Chris Sanders, il a juste travaillé avec lui. Puis, bon, Wild Robots, Chris Sanders seul, c'est vraiment un film, pour vrai, c'est un film familial, là, mais pour adultes, là, c'est incroyable. Puis c'est un film qui va parler énormément aux mamans. Fait que si vous êtes mère, si vous avez des enfants, allez voir. Puis tu sais, je t'en parle, puis j'ai des frissons déjà. Pendant le film, là, j'ai eu beaucoup de moments très nostalgiques aussi. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un de très près de ma mère aussi. Puis je pense que ça parle beaucoup aux gens qui sont près de leur mère, puis qui sont près de... Puis je pense que ça va toucher aussi des centaines de personnes qui ont perdu leur mère. Parce que c'est un film sur la maternité. Puis c'est drôle de dire, là, parce qu'on parle d'un robot dans la forêt. Là. Dans le fond, c'est un film qui raconte l'histoire de Rose. Bon, elle se donne ce nom-là, là, mais c'est un robot intelligent, là, AI, qui se retrouve... l'avion qui transportait ces robots-là, on se retrouve un peu dans un monde futuriste, là. Puis l'avion s'est crashé. Ben, ça, on l'a pas vu, là, mais c'est comme une boîte qui s'échoue sur une île dans la mer. Puis le robot sort, puis tu sais, c'est comme... Sa programmation, c'est de servir les gens, servir la population, puis tout. Mais là, comme il n'y a pas de population, elle se retrouve nulle part, ben là, elle se promène dans la forêt, puis là, elle va rencontrer tous les animaux de la forêt, puis à chaque animal, elle va poser des questions, puis là, les animaux vont avoir peur, tu sais, puis là, elle va dire « Comment puis-je vous aider? » Puis là, « Comment puis-je vous aider? » Puis avec les mois qui passent, puis là, elle reste dans la forêt là, longtemps, puis là, elle fait juste se mettre sur le cruise control, si tu veux, pour juste assimiler ce qui se passe autour, puis décoder tous les langages de tous les animaux. Fait que là, par après, là, les animaux parlent, puis là, ça devient un film parlant là, d'animaux. Puis là, elle communique avec les animaux, puis tu rentres dans cet univers-là où est-ce qu'elle va se retrouver à couvrir un œuf de canard. Puis là, elle va devenir comme la mère, si tu veux, du petit canard qui va sortir de l'œuf. Puis là, elle va se faire aider par un renard que lui, il voulait manger, le petit canard. Il voulait manger l'œuf. Mais là, finalement, il va dire « Ah, ben, je peux peut-être t'aider à l'élever, puis tout. » Puis en échange, ben, tu sais, il fait en sorte que... C'est un renard, fait qu'il est rusé, là. Il va faire en sorte qu'il chasse tout le temps du poisson, tu sais. Puis, dans le fond, elle donne aussi un abri, puis tout. Fait que le renard en profite un peu, mais à trois, ils vont former une famille. Fait que, tu sais, t'as un robot, t'as un renard, puis t'as un petit canard. Puis le but, dans le fond, sa tâche au robot, ça a été donné que pour élever le canard, ben là, il faut qu'il sache manger, il faut qu'il sache nager, puis il faut qu'il sache voler. Puis à l'automne, il faut qu'il sache ça à l'automne. Fait que c'est comme sa mission, c'est d'élever le canard avant l'automne, pour qu'après ça, il part vers le sud, puis avec l'envolée de canard. Là. Ben, c'est des oies, là. Je dis canard, là, mais c'est des oies. Puis, j'ai pas vu le film Migration, mais peut-être que ça ressemble un peu, là. Ben, je pense que Migration n'a pas des bonnes cotes. Mais Wild Robot, c'est ça, tu vas rentrer là, dans un monde... c'est très comique, là. Moi, j'ai beaucoup ri. La salle était pleine aussi de famille, puis... tu sais, les enfants ont aimé ça, puis les parents aussi, là, je pense. Ça rit fort, puis tu sais, c'est beau. Tu sais, c'est un film qui me rappelait beaucoup The Iron Giant, dans le concept un peu d'un robot auquel on s'attache. Hein.
Ça me rappelait beaucoup The Iron Giant, qui est un de mes films favoris d'animé, qui est pas Disney d'ailleurs. Mais que tu t'attaches au personnage puis du robot. Puis t'as plein de films d'animation aussi avec des robots de ce genre-là. Big Hero 6 aussi, que tu t'attaches à Bénin. Je pensais juste à Wall-E aussi, que tu me dis que c'est un film plus adulte, enfant, mais tu sais, Wall-E c'est quasiment plus un film d'adulte que pour enfants. Là. Ouais, ben tu vois, j'ai réécouté Wall-E aussi juste après, puis tu sais, enfant, ben c'est ça, Wall-E, je l'avais déjà revu, là, mais on dirait, je m'en rappelais pas du film. Tu sais, je l'avais aimé, Wall-E, mais comme pour un enfant, Wall-E, je trouve que c'est trop sérieux, on dirait. Ouais. Tu sais, c'est drôle, là, ça va être drôle, là. Les enfants vont aimer ça, mais tu sais, moi, quand je l'avais vu en cinéma, là, j'avais 12 ans, ok? On se retrouve en 2007 au cinéma, puis tu sais, je suis allé le voir avec mon frère, ma mère, puis tu sais, même ma mère, tu sais, ma mère était comme, oh, un bon petit film Disney. Mais tu sais, c'est Pixar. Mais tu sais, j'avais pas tombé sous le charme, là. Tu sais, il y a des Pixar que j'ai beaucoup plus aimé, là. Tu sais, Vie de bestiole quand t'es jeune, c'est écœurant, tu sais, puis derrière chaque Pixar a des messages, des grands messages, mais Wall-E, tu sais, je trouve que vraiment quand tu grandis, quand t'es plus vieux, tu sais, comme là, j'ai vraiment vu le film comme il se devait, là, dans le sens que je l'ai vécu, puis j'ai décodé le message, puis j'ai adoré ça. T'sais. Ben, c'est le film anticapitaliste, anti-consommation. À 12 ans, c'est dur de comprendre ces affaires. Ah oui, puis c'est ça. Puis aussi les gens qui foutent rien, puis ils sont juste obèses, puis c'est comme, il y a une piscine, je le savais pas. Ils sont tous sur leur iPad, tu sais. Ils sont tous comme sur leur écran. C'est 2008, je pense, qui est sorti. Oui, j'ai dit 2007, mais je pense que c'est 2008. Mais en 2008, les iPads, il y en avait peut-être, mais on n'était pas où on est aujourd'hui. Puis c'est tellement plus d'actualité aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Puis ça, c'est malade. Hein. C'est vrai. Puis, tu sais, c'est... Moi, je trouve... je sais pas si tu as déjà vu un des courts-métrages. Ben, en fond, c'est tous des moyens-métrages, mais Black Mirror sur Netflix. Ouais. Non, j'ai écouté le premier épisode, puis j'ai arrêté après, parce que c'est... Je sais pas. Ouais, c'est... Ben, moi, j'ai écouté la première saison. J'ai pas tout écouté les saisons encore. Mais j'ai aimé le concept. T'sais, le concept, c'est juste des moyens-métrages. Là. Ça suit pas, il n'y a rien qui suit. Puis la première saison a 3 moyens-métrages. Puis tu sais, je verrais comme Wall-E comme un... On aurait pu faire un moyen-métrage là-dessus, parce que il y a tellement des idées derrière ça. Mais j'imagine que Black Mirror, bon, c'est pas tous les épisodes c'est pas tous les moyens-métrages qui vont être excellents, là, mais je trouvais ça quand même bien, Black Mirror. Première saison, j'ai pas vu le reste. Mais bref, Wild Robots, allez voir ça, pour vrai, c'est un incontournable, je pense, de l'année 2024. Puis c'était à ma grande surprise, parce que, pour vrai, avant, genre 2 semaines, j'avais jamais vu l'annonce, j'avais jamais vu... Tu sais, c'est comme arrivé sur un cheveu à la soupe, fait que c'est encore plus le fun quand t'as la surprise d'un film comme ça. Absolument. Ouais. Puis j'ai été voir, la même journée, moi je me suis fait un cinéma double d'animation. Parce que l'autre nouveauté, qui est sorti, je pense que c'est sorti en même temps que The Substance. Je suis pas certain, là, à la fin du mois de septembre. Transformers 1. Moi, je suis un grand fan de Transformers. Ok, j'adore Transformers. Tu sais, j'ai grandi aussi. On a grandi avec les Transformers de Michael Bay. Mais bon, quand on était jeunes, c'était ça jouait à télé, là. Ouais, c'était les Beasts, surtout, là. Ouais. La version Beast. Que j'adore. Puis c'est pour ça, j'ai adoré le dernier live action qui était Transformer Beast, là. Mais sans plus, là. Tu sais, dans le sens que le scénario reste pourri, là, mais c'est le fun de voir, tu sais, les animaux Transformers, puis c'est avec eux qu'on a grandi, puis on avait hâte de les voir en live action, puis c'était bon. Mais là, ils sortent un Transformer animé qui s'appelle Transformer 1. Là, tu te dis, ok, est-ce qu'ils laissent tomber le live action, puis ils se concentrent sur l'animation, parce que ça reste, c'est Paramount, tu sais. Paramount avec Hasbro, qui font quand même le film de Transformers. C'est une animation qui est particulière aussi. C'est pas une animation classique comme on la voit. Il me semble des images que j'ai vues, c'était comme de l'animation en 3D à l'ordi, mais c'était pas du dessin. C'est une belle animation, là. C'est une très belle animation. C'est pas du dessin, c'est 3D. Mais j'ai pas vu ça extraordinaire. Tu sais, j'ai vu le film après Wild Robots, là. Puis Wild Robots, c'est vraiment une animation particulière parce que c'est comme un mélange de 3D puis de dessin.
Fait que je trouvais ça vraiment... C'est comme un mélange de 2D puis de 3D, mais comme... C'est bien fait, là. C'est très bien fait. Des fois, t'as comme des animaux pas finis, puis en tout cas, c'était très beau à l'écran. Puis là, t'arrives avec Transformer One, que, tu sais, l'animation est belle, là. C'est juste que c'est une animation que... Moi, je me suis retrouvé un peu... On dirait que je me retrouvais plus jeune, en 2003, mettons, en face de Télétoon. Puis j'en regarde un film Télétoon, puis je mange mes céréales, puis tu sais, c'est pas une mauvaise critique, là, tu sais, c'était bon, là. Le film, il était correct, là. Tu sais, mais le film, mettons, c'est un 3 étoiles sur 5, puis juste pour les 20 dernières minutes, là, je mets le cœur. Parce que les 20 dernières minutes sont vraiment écœurantes, sont excellentes. Mais c'est parce que ce qui me gosse dans ce genre c'est comme une reprise là, d'histoire qu'on a déjà vue. Puis le vieux film des années 80 est vraiment sensationnel. Le premier film animé de Transformers, c'est vraiment quelque chose. Là. Écoutez-le si vous l'avez jamais vu. Là. Ça s'appelle juste Transformers. Puis c'est dans les années 80, là, fin 80. Je ne sais pas exactement la date. Mais tu sais, l'animation 2D, il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de plus beau que le dessin des années 80. Puis là, t'arrives avec une animation quand même correcte, là, elle est belle, mais il n'y a rien qui va comme en ressortir genre meilleur qu'un autre film animé, là, comme de Pixar ou de DreamWorks que j'ai vu cette année. Puis, en plus de ça, tu veux comme un peu rendre le film un peu trop unique, je trouve, je dirais pas démolissant les codes qu'on connaît, là, mais... Moi, je me suis senti un peu comme avec TMNT, qui est sorti l'année dernière. Qui est rendu sur Netflix aussi. C'est rendu sur Netflix. Oui, sur Netflix d'ailleurs. Peut-être le regarder bientôt. Si vous voulez le voir. Parce que Mutant Mayhem, c'était une très belle animation. Là. Eux, ils l'ont vraiment honé, l'animation. C'était vraiment beau. Mais on dirait, au niveau de l'histoire, je reconnaissais pas tant mes tortues. Là. Puis moi, je suis quelqu'un de très nostalgique. Puis je suis ouvert aux idées, mais on dirait que tu déroges un peu trop des tortues que je connais. Puis tu fais ça un peu plus pour la nouvelle génération de jeunes d'aujourd'hui. Je comprends, c'est des tortues qui ressemblent plus aux jeunes d'aujourd'hui, justement. Aux jeunes ados, là. Fait que... c'est sûr que c'est une génération différente de la nôtre. Puis je trouve que Transformers One, ben, ils ont créé les personnages. C'est One. Fait que c'est sûr que c'est le commencement. Fait que t'as un jeune Optimus Prime, t'as un jeune Megatron. Puis c'est l'histoire justement de leur amitié. Puis ils s'appellent pas encore là, Megatron ni Optimus Prime. C'est des mineurs sur Cybertron. Puis ils se font monter comme un bateau par Sentinel Prime. Puis, ça suit bien l'histoire des Transformers, mais je trouve qu'on perd un peu trop l'essence de ce qu'on connaît du personnage, mettons, d'Optimus Prime, qui est le chef, qui est le... Mais les 20 dernières minutes rattrapent beaucoup le film. Fait que je suis quand même satisfait, là. Les 20... Pour vrai, le climax de fin est écœurant, puis... J'étais sur le bout de mon siège, man. C'était une journée assez émotive au cinéma, je t'avoue. Des frissons à Wild Robots, puis le bout de mon siège à Transformer One. Mais c'est ça. Mais j'ai comme été déçu pendant la première heure du film. Puis les 40 dernières minutes, c'est quand même bien. Ça vaut le coup d'œil quand même. Là. Très bon film. Puis d'ailleurs, je sais, la question que tu te poses, c'est est-ce qu'ils arrêtent de faire finalement les Transformers en live action? Je sais que tu te poses cette question-là, Ben. J'imagine que non. La réponse est non. Parce que voyons, l'éveil des bêtes, là, le Transformer Beast, là, qui ont sorti je crois que c'est en 2023 qui est sorti, l'année passée, ben ça finit sur un punch comme quoi il y aurait un crossover avec l'autre grande franchise de Hasbro qui est G.I. Joe. G.I. Joe! Fait que là, ils ont vraiment annoncé là, qu'il y aurait un crossover entre G.I. Joe et Transformers. Est-ce que ça va être bon? Je doute quand même. Là. Je pense que ça va être beaucoup trop excessif là, de CGI et de tout, mais j'ai hâte de voir quand même. Je suis quand même un fan des G.I. Joe. Surtout qu'ils ont raté la plupart de leurs films de G.I. Joe. Là. C'était pas très bon. Là.
Le premier, j'ai bien aimé, même si c'est celui, je pense, qui était le plus détesté, mais moi, j'ai bien aimé. Bref. À suivre. Oui, à suivre, avec plaisir. Puis tu sais, je voulais parler justement de d'autres animations, parce qu'on parlait de Wall-E. Puis sur Disney+, depuis mercredi dernier, c'est Inside Out 2, qui est, ben, tu sais, il va être nominé aux Oscars, ça c'est sûr. Ah, 100%. Est-ce qu'il va gagner? Je sais pas. Je pense pas qu'il va gagner, mais ça se pourrait parce que c'est un des films qui a fait le plus de recettes là, au box-office. Là. Ouais. Ça l'a plongé quand même le box-office en fête. Puis Inside Out 2, Ben, j'ai aimé. Je pense que c'est le film d'animation qui a fait le plus d'argent de tous les temps. Ah oui, ça a surpassé beaucoup de films. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est un film, tu sais, le premier avait été beaucoup bien reçu aussi. Moi, j'ai pas été un grand fan du premier. Puis je trouve le deuxième, ben, comme on en a déjà parlé là, quand tu l'avais vu au cinéma, deuxième ressemble beaucoup au premier quand même. Là. Fait que c'est bon. Oui, il est très bon, moi, j'ai beaucoup aimé, mais on dirait que ça vient moins me chercher. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être parce que je suis pas quelqu'un qui parle de ses émotions. C'est peut-être ça. Mais j'ai beaucoup ri quand on a vu Nostalgie apparaître. Ça, j'ai beaucoup ri, parce qu'on a tous un brin nostalgique en soi. Puis, c'est ça, des fois, elle arrive trop tôt, puis on se calme un peu. Mais non, c'est ça, tu suis la vie de Riley, qui grandit, hein, qui devient une jeune ado, puis tout ça, dans l'équipe de hockey, puis tout. Non, c'est l'animation aussi très belle, très le fun. Tu sais, des fois, on a aussi d'autres types d'animation. Oui, les autres bonhommes cachés un peu, ça c'est le fun. Ouais. J'aimais ça. Écoutez-le, Disney+, super. Puis moi, ben, j'ai conclu aussi mon marathon Pixar. Là. Maintenant, j'ai tout vu les Pixar. J'ai tout vu. Parce qu'il me restait un seul film à voir, après Inside Out 2, qui était Luca. Luca, j'avais pas beaucoup d'attentes, dans le sens que c'est pas pour rien qu'il me restait à l'écouter. On dirait que ça me tentait jamais, parce que je trouvais pas ça très intéressant. Puis comme de fait, c'est un très bon film, là, ça reste un Pixar aussi, c'est très belle animation. Mais j'ai pas eu le kick, là, j'ai pas eu le... Tu sais, l'histoire est belle, là, mais on dirait que je me suis ennuyé un peu. Il n'y a pas de la petite magie. C'est sûr que c'est tourné, ben c'est pas tourné, mais ça se passe aux côtes de l'Italie, proche de l'eau, ça c'est beau, tout ça. Ben, moi ça me rappelle Call Me By Your Name, que je t'avais déjà dit. Je trouve qu'il y a plein de petites références à ça aussi. L'amitié et tout ça. L'amitié entre hommes. Oui, exactement. Si c'est pas plus que de l'amitié, on sait pas, mais... Ouais, je sais pas. Mais tu sais, il y a beaucoup aussi de... Il y a beaucoup de liens à faire avec la petite sirène. Oui, aussi, c'est vrai. C'est que le jeune poisson, le jeune monstre des mers qui veut juste comme découvrir le monde réel, puis être un homme comme un jeune homme comme tous les autres. Fait que tu sais, il y a ce petit contexte-là qui est le fun, mais on dirait, je sais pas, tu sais, tout le concept, tu sais, il y a comme une course à faire, il y a comme un triathlon à faire, ou je sais pas quoi, pour gagner une mobilette, puis tu sais, je trouvais ça un peu... Ouais. C'était assommant des fois, là, c'était comme, bon, ça finit quand, t'sais. Mais c'est pas le pire de Pixar. J'ai vu bien pire. Mais il manque la petite magie, mais c'est pas une merde. Là, c'est pas, exact. C'est pas Buzz Lightyear, pis c'est pas Cars 2, pis c'est pas Dinosaure. Là. Oh que non, c'est pas ça. Oh que non. Bref, tout ça pour dire, écoutez les films. Moi en plus, je me suis tapé beaucoup de courts-métrages Pixar. Là, parce qu'après mon rodéo de Inside Out 2 puis de Luca, je me disais, Christy, c'est peut-être temps que j'écoute des shorts. Parce qu'il y a beaucoup de shorts, je pense que c'est surtout au cinéma, là, ils mettent des shorts avant les films de Pixar. Ouais. Ben, je pense plus avant. Aujourd'hui, je pense qu'ils le font moins. Mais tu sais, avant, t'avais toujours ça, là, quand t'allais voir Toy Story. Tu sais, ça reste, mon meilleur de tous les temps, ça reste The Gerald's Game. C'est quoi? Ben, je pense que c'est Jerry's Game. C'est le court-métrage qu'on voit avant. Ben, c'est peut-être parce que j'ai souvent écouté mon VHS là, de La vie de bestiole. Mais c'est le court-métrage du vieux qui joue aux échecs avec lui-même. C'est ça que je pensais. C'est exceptionnel, ce court-métrage-là, je l'adore. Tu sais, il n'y a pas... c'est pas des tu sais, il n'y a pas de morale à l'histoire comme aussi belle que, mettons, le court-métrage de Boa. Je pense que ça s'appelle Boa. Tu sais, c'est une madame, elle fait des gnocchis, puis là, c'est des gnocchis qui... comme un bébé gnocchi, en tout cas. Je sais pas. Mais bref. Jerry's Game, c'est exceptionnel, écoutez ça. Mais là que tu les as toutes vues, c'est quoi ton top 5 Pixar? Est-ce que tu l'as mis sur Letterboxd? Oui,
Ben, Pixar, écoute, moi, je suis un gars de très nostalgique. Toi, tu le sais. Oui. Mais, mais moi, j'ai tout fait ma liste, là, des... Donc, 28 films. Tu veux mon top 5 ou mon top 10? Ah, vas-y, top 10, on a le temps. Parce que je suis très conservateur, hein. Moi, je reste, je reste avec mes films. Donc, numéro 1, Toy Story, évidemment. Toy Story. Je pense que c'est le numéro 1 de tout le monde. Non, moi, Ben, c'est Soul, je pense, mon numéro 1. Ok, Soul, ok, quand même. Oh, oui, Soul, numéro 12, moi. Numéro 12, ouais. quand même. Non, moi, Soul, j'ai tellement aimé ça, je l'ai écouté comme, je pense, 3 fois en 2 jours, parce que je trouvais ça trop bon. Ben, peut-être, c'est ça. Peut-être une deuxième écoute. Mais tu sais, c'est ça. Moi j'ai de la misère avec des films que j'ai pas grandi avec, tu sais. Parce que là, mon top 5, là, c'est... Ben, non, c'est ça. Il y a 2 films, quand même. Numéro 2, Monster Inc. Je peux pas passer à côté de Mike Wazowski. OK? D'ailleurs, j'ai écouté 2 courts-métrages de Monster Inc. Là. Il y en a un, c'est de Mike's Car, que c'est juste Mike Wazowski qui a acheté une nouvelle voiture, là, super futuriste, puis là, t'as Sully qui rentre dedans, puis là, la voiture, elle part pas. Fait que là, il est comme « Ah, tabarnache! » Puis là, il essaie de la partir, c'est vraiment écœurant. 3, Ratatouille. J'ai adoré ce film-là. C'est un film sur la cuisine, je l'adore. Numéro 4, Toy Story 3. Tellement une belle fin, c'est tellement une des meilleures fins d'une trilogie de tous les temps. Toy Story 4, c'était une très grave erreur. J'ai détesté. Ouais. Puis j'espère que le 5, ben, ils vont se racheter. Puis le numéro 5, ben, je t'en parle aussi là, depuis tantôt. The Bug's Life. C'est une vie de bestiole. Mais je suis conscient que il y a beaucoup de films avec des histoires moralisatrices beaucoup mieux. Tu sais, Coco, j'ai adoré, mais Coco, mon numéro 11. Moi aussi, numéro 11. Mais numéro 11, sais-tu pourquoi? Parce que avant, le numéro 10 puis 11, c'était Coco puis Soul. Mais là, j'ai réécouté Wall-E. Ah. Donc, Wall-E, il a grimpé dans mon estime, puis il est rendu numéro 10. Wall-E est numéro 10. Puis juste avant, Up. Up, j'ai beaucoup aimé aussi, là. Moi aussi. Histoire du veuf. Après ça, Finding Nemo. Oui. Numéro 8. Les Incroyables, numéro 7. Puis Toy Story 2, numéro 6. J'ai pas le choix de mettre la trilogie de Toy Story dans mon top 10 parce que j'adore. J'adore cette trilogie-là. Mais numéro 4, c'est drôle, il est numéro 20. Oh. Toy Story 4, c'est en numéro 20. 24. Quand même. Moi, j'ai un petit intrus dans mon top 10. Tu devineras pas c'est quoi. Attends. En 8ème position. Un intrus? Ouais. Je le sais, c'est quoi. Ok. Puis là, je le sais pas parce que je regarde ta liste, là. Je le sais parce que je sais que tu l'as bien aimé. C'est Elemental. Exactement. Ah, c'est ça! Ben, c'était bien, Elemental. Ben, tu vois, moi, je l'ai... Non, je l'ai pas bougé. Parce que Inside Out 2, je l'ai mis juste après Inside Out 1, là. Puis, c'est ça. Les autres, c'est ça. Side 17. Puis Elemental, il est proche de ça. Mais c'était beau. Les effets dans Elemental sont très beaux. Très le fun. Bref. En tout cas. Ça conclut ma semaine d'animation. Question, réponse. Il me reste un film. T'en as-tu d'autres, toi? Non, moi, ça finit mes films. Ben, moi, c'est un film que j'ai pas grand-chose à dire, parce que c'est un peu moyen, là, mais... je dirais pas trop fort. Ben non, tu peux en parler. C'était qu'on est ici pour dire les vraies choses. Oui, je vais en parler. Mais c'est parce que je reçois le cinéaste là, dans 2 semaines. Je veux pas trop. C'était pas mauvais. Si t'es pas capable d'avoir les critiques. Non, mais le film était pas mauvais. Le film était quand même correct. Là. C'est Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde de Daniel Roby. Oui. Avec en parenthèse, Antoine Bertrand. Antoine Bertrand. Puis c'est le seul acteur qui aurait pu jouer ça. Puis il joue à merveille. Je trouve que quand tu checkes les images, tu checkes Antoine Bertrand, ça marche tellement. Il ressemble, tout ça. C'est un film qui est intéressant parce que c'est genre un portrait mythique. C'est comme un peu de la mythologie du Québec puis tout ça. Même s'il a grandi comme aux États-Unis en partie. T'sais. Il s'est fait découvrir, il était à Lowell au Massachusetts. Puis après ça, il est allé à Montréal puis tout ça pour faire tout ça. Puis c'est devenu un genre d'homme d'affaires qui faisait du cirque puis des genres de foires d'hommes forts. T'sais. Il own sa propre business, tu sais. C'est ça. Puis de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que c'est le symbole du Canadien français qui
faire un pied de nez aux Anglais, puis c'est à la fin des années 1800, là, c'est 1890 à peu près que ça se passe. Ouais. Ça parle encore de ça aujourd'hui, tu sais, quand tu parles des années 60, la Révolution tranquille, le nationalisme qui naît des années 70, ben... Maurice Richard! Ben exactement, on n'est pas loin de ça, puis en 1890, on parlait déjà de ces enjeux-là, je trouve ça vraiment intéressant de le voir dans le film. Sauf que, tu sais, un biopic, moi, en général, je trouve ça un peu dole, parce que tu rentres jamais dans la psychologie, c'est toujours une surface, puis tu lis une page Wikipédia. Puis, tu sais, le film, en plus, c'est comme 2 heures de Antoine Bertrand qui force puis qui crie à l'écran. Je suis comme, ok, c'est hot, là. Le bout des chevaux, par exemple, est écœurant. Ah, mais c'est super bien filmé. Je trouve que la reproduction de l'historique est super bien faite, tout ça, tu sais. Puis, il y a de l'argent qui a été mis, puis le travail est super, là. Ça, c'est génial. Ouais. Mais, tu sais, en termes d'histoire... Le film est correct, mais moi, ça me parle pas. Moi, je trouve ça dole en crise, ces genres de films. Bien correct. Tout le monde a ses propres goûts. Oui, c'est ça. T'sais. C'est-tu les mêmes artisans que La Bolduc? C'est Christian Larouche qui a... non, parce que La Bolduc, c'est François Bouvier. Okay. Mais tu sais, on s'entend que c'est le même genre de film. Là, puis c'est la même parce que La Bolduc, je pense que ça a été moins bien reçu que Louis C. Je pourrais pas te dire, mais ça c'est fort probable. Là, je pense. Je l'ai pas vu. Louis C, moi, j'ai aimé. C'est pas un mauvais film. Parce que j'adore les hommes forts, puis Louis C, c'est le plus fort du monde. C'est pas un mauvais film. C'est Christian Larouche, il fait souvent des films comme ça. C'est des films populaires qui prennent plus ou moins de risques. Là, c'est des films aussi qui transpirent Hollywood un peu, tu sais. Dans la forme, dans la formule. Il utilise la formule. Ça gosse. Biopic, là, tu sais. D'ailleurs, t'as détesté Rhapsody, Bohemian Rhapsody. Ah, mais c'est un genre de film jailli, tu sais, Elvis, c'est pourri en crise Elvis, puis Bohemian Rhapsody, c'est pas bon. Mais c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est un genre de film que moi je trouve c'est mauvais, parce que la structure est à chier. Là. Mais en tout cas. Mais d'ailleurs, Christian Larouche, t'as-tu vu ce qui se passe avec le film sur Gilles Villeneuve? Oui. C'est ça, là, il retarde tout. Malheureusement, sur les planches, en ce moment. Manque de budget, dépassé. C'est vrai que t'étais supposé tourner là-dessus, toi. C'est pour ça que je me suis fait une nouvelle coupe, parce que là, je me laissais pousser tout. Mais, tu sais, on n'a même pas été contacté. Ben, moi, en tout cas, j'avais été contacté pour la figuration, toute l'équipe. Puis, bon, je suis pas un acteur. Oh, les autographes, wow. Mais, c'est ça, je fais de la figuration ici et là. Puis, ça a été... moi, j'ai vu que le film était arrêté. La production a été arrêtée pour manque de budget, dépassement du budget, je crois. Ah, puis le budget, c'était genre 17 millions. Ça n'a pas de c'est énorme. Là. C'est énorme. Ils ont changé de réalisateur aussi. Ils sont censés aller... ils étaient censés aller tourner à Saner. OK. Donc, tu sais, Saner, c'est la piste de course, l'autodrome qu'il y a là. Puis... ça aurait été vraiment incroyable, je pense, comme réalisation. Mais là, j'imagine qu'ils vont attendre d'avoir d'autres fonds pour... Tu sais, je pense pas que c'est un projet qui est mort. Là, non, je pense pas. Je pense que c'est un projet sur les planches, mais ça va tout sortir à la date prévue, je penserais pas. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont changé de réalisateur aussi. Daniel Roby, qui a fait Louis Cyr, était supposé être réalisé. Ouais. Puis moi, je dirais pas trop d'affaires parce que moi, j'ai jasé avec lui. Je vais pas trop dire les choses. Mais c'est ça, il a perdu le projet. Il y a comme une chicane entre les deux. Puis c'est parce que, dans le fond... Daniel Roby voulait faire plus des scènes de course, axer ça sur la course, puis Christian Larouche voulait plus axer ça sur la vie de Gilles Villeneuve. Fait qu'ils s'entendaient plus, puis tout ça. Fait que. C'est ça. C'est ça. C'est. Un film de course, toujours bon. Moi, j'ai adoré Rush. Ah, c'est bon, Rush. De Ron Howard. Ouais. Puis 2025, là, en mai, je crois. Je crois que c'est en mai ou août. Ah oui, F1. En tout cas, dans l'été 2025, c'est F1. Ce qui est n'importe quoi, parce que tu sais, un pilote de F1 de Brad Pitt qui a genre 60 ans, c'est impossible. Là, wow, 60 ans, wow! Quel âge qu'il a Brad Pitt? Un âge, ça veut rien dire. Quel âge qu'il a Brad Pitt? Non, il est sûrement dans 60. Non, peut-être 50. Dans la cinquantaine. Mais t'as-tu vu le teaser de F1? Le pire, c'est que ça va être impressionnant pour vrai. Là. Ça a l'air vraiment écœurant. C'est sûr, mais tu sais, c'est Joseph Kosinski qui réalise, puis on dirait qu'il prend des techniques un peu qu'il a utilisées dans Top Gun Maverick. Je sais pas si t'as vu Top Gun Maverick. Non. Pas encore. Non. Mais Top Gun Maverick était l'un des plus grands films de 2022. Là. Bon, le COVID finissait, là, c'est sûr, mais en salle, là, pour vrai, c'était écœurant, c'était incroyable. Je l'ai pas revu d'ailleurs, mais faudrait peut-être que je le revoie, là, parce que moi, j'ai trouvé vraiment écœurant ce film-là. Puis c'est la façon dont il filmait, tu sais, t'as des caméras sur les ailes, c'est vraiment des avions, là, puis c'était très bien filmé, là, quand t'es dans les airs, là, sur les jets, pis tout, puis tu sais, j'ai l'impression qu'il va... en tout cas, le teaser que j'ai vu de F1, moi, j'en avais le poil qui rehaussait.
Ben, tu sais, ça va être impressionnant, mais tu sais, l'histoire, je sais pas s'il y a une histoire là-dedans. C'est ça, c'est sûr que c'est ça. Comme tu dis, c'est une histoire qui ressemble un peu. Comment ça s'appelle déjà? Drive-In? Avec Sylvester Stallone. Oui, c'est un film de F1, genre de 2002, je crois. Ouais. Très mauvais comme film. Là. Moi, je l'ai en VHS, puis à chaque fois que je le revois, je suis comme, ah, c'est pas tellement bon. En tout cas, c'est parce que c'est Sylvester Stallone qui se fait réembaucher pour un peu aider le jeune nouveau là, dans la Formule 1 à s'élever au sommet. Puis, il est juste là pour l'aider. Fait qu'il roule derrière lui, puis il coupe comme les gens là, pour que le jeune il soit premier. Mais tu sais, t'as Burt Reynolds qui est en chaise roulante là-dedans. En tout cas, incroyable. Louis Cyr, à voir. Absolument. Le 20 octobre à Cinémascope, mais on voir ça. Avec Daniel Robbie qui va être là. Très sympathique, Daniel Robbie. Ouais. Superbe. Moi, ça conclut ma semaine. Absolument. Semaine prochaine, malheureusement, j'aurai pas le choix d'aller voir la nouveauté au cinéma. Parce que je suis trop curieux, Ben. Mais c'est une nouveauté qui déçoit énormément à ce qui paraît. Joker, Folie à 2. Mais moi, je voulais y aller parce qu'il y a rien, mais là, je vois toutes les critiques. Puis déjà que le premier était bon, puis je l'ai pas aimé. Je me suis dit, ben, j'irai pas voir le 2 qui est pas bon, que personne n'aime. Ouais. C'est mystérieux. C'est mystérieux parce que, quand même, Joaquin Phoenix, qui est quand même incroyable. Mais j'ai vu hier un post sur Petit même lui, il Combery. peut pas sauver le film, je sais pas, c'est ça. Ben, j'ai vu un post hier sur Petit Combery qui disait est-ce que la performance de Joker Folie à 2 c'est aussi pire que les performances de House of Gucci en termes de. Tu sais, c'était pathétique House of Gucci au niveau des performances. C'était comme une caricature italienne. Ouais, tu t'en vas chercher Lady Gaga juste pour qu'elle chante dans ton film. Tu sais, il y a beaucoup d'actrices qui sait chanter, là. Tu sais, je veux dire. C'est sûr, Lady Gaga, elle a tout son fandom aussi derrière, là. Mais moi, déjà, à la base, j'étais sceptique d'un 2. Puis là, en plus, tu m'annonces que c'est comme un genre de comédie musicale, je suis encore plus sceptique, là, tu sais. Il paraîtrait que les séquences de comédie musicale sont pas assumées, donc ça fait juste comme piquer du nez un peu, mais... Dommage. Je me suis dit, tant qu'à faire une comédie musicale, fait-là, tu sais. Oui, exact. Ben oui, chante, c'est que chante avec ton cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ils sortent le film un peu en même temps que Le Pingouin, qui est en train de jouer sur Crave. Donc à chaque dimanche soir, c'est Le Pingouin là, qui joue. Je l'ai pas encore écouté. Ça a l'air que c'est super bon. Mais j'ai regardé The Batman récemment. Là. Je te parle de tout ça la semaine prochaine. Puis ça va être écœurant. Il y a beaucoup de nouveautés. Là. Sur Crave, t'as Salem's Lot. Ouais. Donc, une nouvelle de Stephen King. Là, il y avait eu un téléfilm de 3 heures. Je t'en avais déjà parlé, je pense. Un téléfilm de 3 heures là, et plus. Qui était sorti dans les années 90. Puis là, c'est un film d'1h50. Fait que c'est quand même. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont coupé, qu'est-ce qu'ils ont rajouté. Là. Mais c'est sorti là, sur Crave tout récemment. C'est un film de vampire. Donc pour l'Halloween, c'est écœurant. Bref, on se tient au courant. À qu'est-ce que tu regardes?